il faut prendre son temps pour recruter, même si tu es en hyper croissance, c'est pas grave. On a donné, et forcément, il y a des gens qui ont testé et qui payent, mais ils payent pas pour rien, ils payent pour une dinguerie. Donc forcément, ils vont rester, ils vont l'utiliser au quotidien. C'est une dinguerie. Et dès que vous sentez bloqué, dès que on sent que il y a une petite période de stagnation, une petite période de down, Je suis à plus de 130 km/h. Je t'ai dit que je suis en fail. C'est la première chose que je t'ai répondu. Pour moi, je devrais être. Je suis un microbe. Moi, je suis un microbe. Il y a des gens, c'est pour ça que j'aime tant Dubaï. Je sors, je vais n'importe où dans n'importe quel lobby de 5 étoiles, je me fais teindre, je suis un microbe. Bonjour Bichente, je suis très content de t'avoir dans ce podcast aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Ouais, donc on se retrouve aujourd'hui. Franchement, je pense que vous allez être super contents parce que cet homme-là, c'est l'homme du moment. Vraiment l'homme du moment. Je te fais une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense que si vous regardez ce podcast, vous le connaissez à peu près tous. Donc, monsieur Bichente, monsieur Vincent Allons-y. Donc, tu as commencé ton parcours en e-com en créant une marque en e-com B2B. Donc, des plaques Google, donc la marque Digifil, pour laisser des avis Google, avec, très surprenant et quelque chose qu'on voit rarement en e-com, un SaaS derrière qui tourne très bien et qui évolue constamment. Du coup, plus vous faites de l'acquisition dessus, plus le SaaS grossit derrière. Ensuite, tu as créé un SaaS qui s'appelait SendShort, que tu as revendu aux États-Unis en, il me semble, un an, un truc comme ça. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais. Un an, un peu moins d'un an. Un peu moins, ouais. Et actuellement, tout le travail qui prend forme avec TrendTrack, d'ailleurs très jolie casquette. Merci. Donc, et tout le groupe, toute la vision que tu as derrière, donc ascension fulgurante, plus de 100 000 euros de MRR en moins de 6 mois, je crois. 130 000, ouais. 130 000 euros de MRR en moins de 6 mois. C'est excellent. Et, non, en vrai, un tout petit peu plus de 6 mois désormais, mais ouais, on a 130 000. Mais surtout que, bon... Bah, on verra dans le podcast, mais il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà. Mais surtout que, bon, ça va très vite, honnêtement. Ce que tu prépares, je pense que là, merci, ça me touche. Ça va tout exploser. Donc, petit sommaire. On va vite fait voir comment tu as fait ton 0 à 1 avec Digifil. Ouais. Comment, surtout, je pense que tout le monde veut savoir comment tu as build un back-end solide avec Digifil. Comment tu as pu avoir la vision de créer un software derrière. C'était quoi la démarche derrière ça? Le management des équipes, ça c'est quelque chose où personnellement j'ai envie de t'interroger. Et ensuite ta vision par rapport à ton groupe de software e-com. C'est quoi la vision? Comment tu comptes scaler ça? Et comment tu comptes créer un empire avec ça justement? Donc c'est parti, on va commencer directement avec comment tu es passé de 0 à 1 avec Digifil. C'était quoi la mentalité au tout début pour lancer cette marque? On arrivait sur un marché où il y avait un réel besoin et on avait vu un format carte. On s'est dit, mais c'est cool les cartes, mais ça se voit pas. Et c'est là où toute la réflexion est venue de se dire, ok, il faudrait qu'on fasse des plaques. Du coup, on a créé ce produit-là. On est parti directement se fournir en France pour cela. Et de fil en aiguille, après plusieurs semaines de développement, on arrive à avoir un bon produit où en fait tout est fait à la main parce que chaque design est différent. Ouais. Et c'était vraiment très compliqué à aller à le scaler, à le process. Et on a vraiment mis tellement de cœur à l'ouvrage et tellement d'énergie que c'était obligé de fonctionner. Ouais. Le jour où je suis entré dans le premier établissement où je suis allé faire des créatives, parce que bon, c'est un petit peu aussi le podcast et beaucoup de gens te suivent pour ça, bah ça a cartonné, tout simplement. Ça a cartonné parce qu'on a tellement mis d'énergie, on est tellement arrivé avec le bon produit au bon moment et on a tellement pénétré très fortement et on ne pouvait pas scaler parce qu'on n'avait pas le back-end comme tu l'as dit en introduction avant. Tout n'était pas encore solide, tout n'était pas encore synchronisé. Et maintenant, ouais, on est un petit peu dans une zone où on est bien, on est confortable parce que on a la bonne supply, on est capable d'absorber énormément de volume, on est capable de faire des grandes personnalisations. On l'a fait par exemple pour Renault, Quick, Emma. Et ça, c'est que le début, tout simplement. Pour en revenir, avant qu'on aille sur des sujets un peu plus deep par rapport au back-end et tout, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a fait péter au début? Tu vois, tu me dis que t'es allé dans je crois que c'est un barbeur pour faire tes premières créas. C'était un gars que je connaissais. Et il y a un truc que j'ai envie de souligner aussi, que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut mettre la quantité d'énergie requise à mettre dans un projet pour que ça fonctionne. Les gens la sous-estiment. Et ils font un peu les choses à la volée en espérant que ça marche. Alors que c'est très bien, et tu le dis souvent, je le sais, qu'il faut vraiment mettre énormément d'énergie dans un projet pour que ça fonctionne. Et toi, je sais que c'était une créa en particulier, parce que aussi, comme tu as dit, ce podcast, on va aussi parler beaucoup de créa, une créa en particulier qui a fait péter la marque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Il y a une créa magique et c'est pas moi qui l'ai montée de base sur le marché francophone parce qu'on tourne actuellement à 90% du CA aux US.
Donc on a vraiment scalé et pété là-bas parce que la profondeur et la taille et un nombre de business là-bas, c'est affolant comparé à l'Europe. Ouais. Mais comme tu l'as dit, il faut mettre beaucoup d'énergie avant de rebasculer après sur la créative. Et c'est tellement profond que tu mets tellement d'efforts dans ton projet et tu vas tellement parler à tes ICP, tu vas tellement parler à des personnes, prendre des retours, traîner sur les Reddit, Facebook, les groupes. Vraiment, en fait, tu vas tellement deep dans ta recherche que c'est obligé que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que tu mets tellement de temps, d'énergie et tu crois tellement au truc que tu aspires le jargon, les champs lexicaux et tu sais juste qu'est-ce qu'il faut aux gens. Et après, ça te permet d'aligner la bonne personne, enfin le bon message à la bonne personne au bon moment. Ouais. C'est une maîtrise très importante que je parle souvent, mais il y a trop de gens qui n'arrivent pas à le faire et tout simplement qui passent pas assez de temps sur leur projet. Ouais. Et ça, je pense que tu peux en témoigner. Tu arrives à me voir ici aujourd'hui, tu as fait le déplacement et tu es venu quelques semaines à Dubaï, mais tu as déjà passé de nombreuses heures avec moi. Je suis dans les tranchées, tu vois. Ouais. Le WhatsApp, il sonne. Le Slack aussi, et j'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de parler d'acquisition, comment je vais structurer au mieux, comment je recrute, comment je trouve des players, parce que je me décharge du temps libre pour retrouver des nouvelles pépites et intégrer d'autres choses. Et ça, on va faire une bascule après. Mais pour revenir, du coup, c'est vraiment l'énergie, l'effort, et derrière, la créative qui m'a fait péter, c'est vraiment une créative où tout est aligné. Ouais. Une entrée avec un hook dans un magasin. Je pense que j'essaierai de te la fournir où on pourra la faire apparaître à l'écran. Ouais, c'est super intéressant. 100%. Mais c'est une créative où, dans le hook, on rentre dans le magasin, on joue sur l'effet de nouveauté, on montre la démo produit et en gros, dans le shoot de la démo, j'ai refait au moins la prise 15-20 fois pour qu'il y ait la prise parfaite. Ou que je pose la vis, ça s'enclenche automatiquement, je bégaye pas sur le moment où je mets mes gros doigts sur le portable. C'est des détails, hein. C'est vraiment des détails qui font que ta créa fonctionne. Mais en fait, elle est smooth, la créa, tu vois. Ouais. Elle est smooth, elle est fluide. Elle est pas belle, la créative, mais elle est smooth et elle parle aux gens. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu connaissais tellement ton persona que ça a fonctionné ? Parce que moi, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos. C'est-à-dire que les gens, quand ils font leurs recherches sur Reddit, dans les groupes, etc., moi, j'en ai tout le temps des e-commerçants en call, des gens qui font de l'ads en call, et la recherche, elle n'est jamais poussée. C'est-à-dire que les gars, ils vont faire de la recherche, mais tu vois, quand je fais une recherche sur Reddit, je sors de Reddit avec 900 quotes des clients potentiels. Pas 10 citations que j'ai trouvées à la volée. Il faut aller deep de fou. Donc toi, est-ce que cette créative, elle partait vraiment d'une recherche deep ou c'était plus une créa faite à la volée parce que tu connaissais déjà ton client ? Non, elle était vraiment deep. Okay. Et même, tu vois, il y a un truc que les gens, ils sous-cotent quand on parle d'énergie. Ouais. C'est qu'il y a des gens, ils lancent des projets, ils n'ont jamais leur putain de produit dans les mains. Et ils vont jamais voir le produit, le toucher, faire la démo. En fait, mon produit, je le connaissais par cœur, c'est moi je l'ai développé. Ouais. C'est moi je l'ai créé. Enfin, moi, il y a mon associé Hugo de base. Et maintenant, on s'est entouré de Thomas Salik pour nous aider à scaler, structurer, parce qu'on a besoin d'être trois. Et surtout que maintenant, il y a un pôle sales, un pôle e-commerce et un dernier software. Et on a vraiment dupliqué notre source d'acquisition et c'est vraiment super bien parce que c'est un vrai écosystème cette marque. Ouais. Enfin cette boîte quoi, carrément cette boîte. Non, mais là ce que tu es en train de faire, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils voient pas en fait le back-end. Alors que c'est un truc qui est super puissant. Je te l'ai montré moi le back-end, toutes les datas qu'on a, on peut modifier le SAV, il se connecte, on a le compte client, il peut modifier en 2 secondes, on a de la génération automatique pour les demandes personnalisées. Enfin ça va très vite quoi. Donc avant de parler de tout ce qui est SaaS derrière, et ce que je trouve le plus impressionnant de Digifil, le fait que tu vas pouvoir scaler vraiment à perte et faire énormément d'argent parce que tu vas renflouer les caisses du SaaS en fait derrière. C'est quoi le mindset à avoir pour scaler ? Qu'est-ce que tu délègues ? Qu'est-ce que tu délègues pas ? Quand est-ce que tu le délègues ? Vraiment le mindset c'est comment dépenser plus. Parce que c'est un game de volume et d'échelle. Et tu vois, le plus important c'est vraiment comment on améliore ce qu'on fait déjà. Et comment on fait x10 sur ce qui marche. Ouais. Et ça a été uniquement la mentalité. Avec un produit, un canal d'acquisition et faire x10 dessus. On a vraiment commencé à arroser. Et avec le temps et la profondeur marché, on a nos CPC qui ont triplé en plus de 2 ans sur les USA. On était obligé de pallier à ça.
J'avais déjà une idée de software, mais j'avais pas autant le karaté et j'étais pas aussi bon. Digicil, c'est mon deuxième software. Pour Thomas, il en a fait plusieurs, il en a Exit, etc. Et en fait, tout s'est aligné et ça faisait sens. Ouais. Et en gros, c'est venu d'une prise de décision de OK, désormais, on a le meilleur produit d'appel au monde pour le business physique. Et maintenant, comment on transforme ça dans un software? Ouais. Et tu vois, il y a la théorie, il y a la fantaisie. La théorie, c'est que OK, on peut le faire. La fantaisie, c'est rêver, mais pas mettre les actions en place. Il faut toujours garder de la fantaisie avec de la théorie, mais si tout n'est pas mis en pratique tous les jours et il n'y a personne dans la boîte qui chipe au quotidien, tu vas aller dans la fantaisie. Et c'est vraiment très important de se dire, OK, comment on va équiper le plus de business? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Et comment derrière on va venir se diversifier? On va développer de nouveaux produits, on va changer d'ICP, et on doit augmenter notre capacité de distribution. Parce que plus on vend de plaques, plus on va vendre d'abonnements derrière. Ouais. Et ça, j'ai pris une tarte. J'ai raconté dans un autre podcast l'anecdote où j'ai rencontré un milliardaire au Burj Al Arab. Et je lui ai parlé rapidement de 10-15 minutes. Il m'a dit, tu te prends beaucoup trop la tête. Parce que actuellement, tu as vendu plus de 300 000 produits. Et si tu vends 1 million de produits, tu vas aller faire tes 500 KMRR. Et là, je me suis dit, OK, c'est encore beaucoup plus simple que je le pense. Parce que le travail et le back-end et le volume d'order, je l'ai déjà fait en fait. J'ai déjà craqué ce truc-là. Comment derrière tu vas venir convertir tout ça? Et ça, c'est vraiment la mission sur Digicil et ce qui nous a entraîné ce résultat de faire. Je peux pas communiquer, mais on est en dessous des 100 KMRR. Pour le SaaS derrière Digicil. Et on parle plus en annuel, en ARR au niveau des closings parce que il y a plus de gens en B2B qui vont prendre le plan en ARR, ce qui va nous, 1, limiter le churn, 2, augmenter la valorisation directement de la boîte parce que c'est des gens qui vont faire confiance sur plus d'1 an et enfin déjà 1 an d'engagement avec nous, qui ont payé pour 1 an. Et nous, on est constamment en train de se dire, OK, comment on crée aussi le meilleur produit software pour les small business. Et maintenant, il y a une autre casquette qui est vraiment les agencies qui distribuent les produits et qui vont venir utiliser le software. Ouais, ça c'est super smart aussi, l'ICP des agencies. On en parlera sûrement après. Mais moi, je veux revenir sur le software. Alors, toi, tu as réussi à faire ça parce que si c'est un B2B, je pense que les gens se disent ça en fait. Est-ce que tu penses que ce modèle-là, donc le produit d'appel avec la plaque ou avec un autre produit, et derrière construire un software ou une app, c'est applicable à tous les e-com? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est applicable qu'au B2B à ce que tu fais toi? Non, c'est applicable à d'autres e-commerce. Et justement, c'est un petit peu ma théorie de venir continuer à craquer le truc, démocratiser ça. Et même, je le vois en consulting ou en appel avec moi. J'ai ça en setup. Je le push pas trop parce que je veux pas trop d'appels. Non, mais d'ailleurs, si vous voulez un appel avec Vincent, honnêtement... Vous allez sur Instagram. Il débloque les situations très très bien, les gars, je vous conseille. Je te fais ton CTA. Ouais, mais je veux pas trop de call parce qu'en gros, après, ça me défocus et il m'est arrivé à les dispatcher dans le temps. Mais en gros, j'aime bien donner mon savoir sur un format court d'une demi-heure, 1 heure. Je veux pas faire d'accompagnement. Sauf s'il y a une boîte et j'ai un feeling avec le founder et je peux l'intégrer dans soit un de mes groupes de mes boîtes ou alors je vais prendre des equity directement. Mais je veux pas distribuer ma bande passante. Bien sûr. Ma bande passante actuellement, je dois faire x10, x100 sur mon énergie, mes propres boîtes. Plus tard, je le ferai, mais j'ai 25 ans, tu vois, au final. J'ai 25 ans, à 30 ans, 40 ans, oui, je prendrai et je ferai peut-être des accompagnements beaucoup plus poussés. Et encore, je sais pas. On va revenir du coup sur le fait de construire un back-end solide. Quand je parle de back-end, je parle vraiment de software et app derrière. Du coup, pour revenir par rapport au consulting, je l'ai mis en place sur certains gars qui vendent des produits Et tu vois, c'est tout bête. On va prendre le meilleur truc, le plus simple. Bracelet Whoop. C'est pas vraiment pareil. Mais tu vois, dans la niche du sport. Un soisi, hein. Je te vends une planche de pilates. Derrière, je te vends une application avec des cours dedans pour l'utiliser sous forme d'abonnement. Et si je te vends un one-one avec un expert qui va t'accompagner à la perte de poids, je peux te décupler d'un produit vers un software, du recurring, et je peux aller même upsell du one-one avec des coachs et des experts. Ou je peux même te mettre une formation à l'intérieur. Voilà. Et en fait, on est passé d'un produit e-commerce à une boîte qui a un business, un sales, enfin un pôle sales one-one accompagnement, donc infoprod, software recurring et un produit front. Et tu peux relancer d'autres produits derrière.
En fait, les gens, ils se limitent trop à e-commerce. Ouais. Je dépends de mon profil, instantané. Ads, créative. F5 triple whale, net profit journalier. Non. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. En fait, les gens voient pas ça comme un business. Il faut construire un business, en fait. Les gens sont trop centrés et ont un voile devant les yeux par rapport à ça. Et moi, c'est pour ça que j'adore cette vision. C'est que tu construis un vrai business. Et en plus, déjà de 1, ça veut dire que tu peux scale, tu peux dépenser beaucoup plus avec des ROAS break-even. En fait, tu t'en fiches parce que derrière, tu as le back-end. Donc, tu t'en fiches. Tu dépenses plus, tu niques tous tes concurrents parce que tu peux dépenser plus. Profondeur de marché. Et derrière, en plus, tu valorises le business. En fait, ça revient comme si tu étais un petit peu sous levée de fonds. Ouais. Au final. Sauf qu'on part d'un full bootstrap qui est on a craqué l'acquisition avec un produit en ad. Et c'est quoi? Parce que les gens aiment tous se trouver des excuses. Là, je te donne un produit. Vas-y, quoi. Je te donne un produit, tu me construis le business plan. Un produit qu'un peu tout le monde a. On va dire une huile pour faire en sorte que tes cheveux soient brillants. Tu vois, les secrets de Loli, par exemple, un truc comme ça. Ok. T'as pris la niche la plus compliquée. Ouais, je sais. J'ai fait exprès. Comme ça, les gens, ils n'auront pas d'excuses. Pour moi, je vends le plus d'huile possible. En cosmétique, c'est quand même intéressant le retail. Donc, je pense que je partirai aussi sur un pôle retail. C'est pas comme de la marque de sap où tu peux vraiment mettre de la barrière à l'entrée et soit tu pars en ok, je vais faire mes propres pop-up stores ou soit mes propres magasins et je vais refuser de donner ma licence type Gymshark ou autre. Donc déjà, j'irai aussi en retail. Donc déjà, t'augmentes. En fait, c'est un no game le retail en plus parce que plus tu as dépensé en ad et plus tu vas être la marque tendance, plus il y a des marques qui vont venir te contacter et te mettre en tête de gondole et dans leur magasin. Une gondole, c'est tu sais, c'est un espèce de corner en avant dans un magasin. Et tu auras les meilleurs emplacements parce que tu es la marque du moment et tu vends le plus. Et c'est là où tu peux beaucoup plus dépenser en ad où en fait tu t'en branles. Parce que derrière, tu vas vendre aussi en retail. Donc pour toi, sur une marque comme ça, alors, tu t'es remis dans une situation compliquée avec... Non, mais je vais trouver l'application derrière. En gros, pour moi, j'irai pas là-dedans. J'irai pas dans le software pur et dur. Par contre, j'irai dans la communauté. Et j'irai vendre ou alors m'accompagner d'experts dedans. Donc parce que si tu as des huiles et derrière tu vas t'entourer d'experts coiffeurs ou autres, enfin coiffeuses, ça dépend la niche, et tu vas venir faire un programme d'accompagnement ou alors une communauté gratuite là-dedans, ça va vraiment faire toute la différence. Ouais, c'est justement la question que je voulais te poser du coup. Quand tu construis en fait cette chose-là derrière, ça peut être un software, mais ça peut aussi être quelque chose d'humain, donc comme tu dis, des communautés. Ouais, c'est des communautés. Obvi l'a très bien fait, par exemple, en termes de commu. Ouais, de ouf. Et au final, regarde, Flytex, Hugo, que j'ai reçu en podcast sur ma chaîne. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne de Nico, les gars, parce que vous êtes beaucoup trop à ne pas le faire. Et venez aussi, on mettra le collaborateur, il y aura ma chaîne aussi. Abonnez-vous à la chaîne de Vincent aussi, évidemment. Exactement. Abonnez-vous à nos deux chaînes ici. Si vous aimez la value, commentez, parce qu'il n'y a que comme ça, vous nous donnez de la data. Et derrière, ça nous permet de nous améliorer et faire de plus en plus de contenu. Exactement. C'était le petit instant pub. Mais Hugo de Flytex, tu peux faire ce que tu veux. Le mec, il organise des events avec des sportifs, comme j'ai reçu dans la chaîne et j'ai parlé avec lui. Tu peux faire ce que tu veux. En fait, il y a des mecs qui viennent à des événements sportifs, ils ne savent pas c'est quoi Flytex. Et derrière, ils vont être clients parce qu'ils vont voir des clients de Flytex. La communauté. Pouvoir communautaire. Ça, c'est un pouvoir communautaire. Et on retourne dans l'influence marketing, la base. Là où on parle full IA, on revient dans un truc, un post-Covid et une ère où les gens, ils ont besoin de se reconnecter. Ils ont besoin de se voir. C'est pour ça que moi, je suis en pleine discussion sur certains challenges au niveau du groupe qui est-ce qu'on est en full distance, comment on dit? Full time, distanciel, voilà. C'est quoi le mot en anglais? Bref, on s'en fout. Full remote, voilà. C'est ce truc-là de se poser ces questions-là de est-ce que tu internalises ici? Et tu vois, c'est très marrant, mais est-ce que ta femme, t'aimerais avoir une relation à distance avec? Ben non. Est-ce que tes employés, c'est comme ta femme? Un peu, je pense. Les employés, je vois pas trop ça comme ma femme, plus comme mes cousins. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je vois pas. À distance, c'est bien. Ouais. Mais il faut les voir de temps en temps. Ok. Moi, je pense que je suis dans la phase de. C'est comme. Ouais. T'es vraiment un homme polygame. Je suis polygame. Non, je rigole, commencez pas. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec tout le respect. Avec tout le respect, bien sûr. Non, mais en vrai, moi je le vois un peu comme une relation de. J'aimerais voir ma femme tous les jours. Ouais. Mais
si elle veut pas venir ou pas me voir pendant une journée et elle veut rester chez elle, ou moi, genre, je suis content de me mettre un film le soir et qu'elle soit pas là, elle va faire du shopping. C'est un peu la même relation avec mes employés. Donc là, tu as donné vraiment de la bonne value sur comment construire un back-end. Et surtout, c'est super important, ça les gars, parce que on va avancer dans le temps, les CPM vont augmenter. Il faut pas dépendre de Meta. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais, bah, de 0 à 1 million, oui. Après, non. Ah, c'est ça. Mais est-ce que là, je pense que tous ceux qui regardent le podcast Non, je pense qu'il y a des gens avancés. Oh non, ont l'ambition de faire plus Ah d'un oui. million. Ah bah oui, les gars. Ah, quand même, avec tout le respect. Soyons sérieux, avec tout le respect. Avec tout le respect, les gars, s'il vous plaît. On aimerait bien vous voir avec des gros dashboards, mais faire 1 million, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Ouais. De 1 million de CA, ça va très très vite. 1 million de ça va très Parce très que vite. c'est juste un avatar client, Faire de la créa. un angle et de la créa à fond. C'est tout. Littéralement, moi je pense que le 0 à 1, c'est uniquement connaître son client, c'est tout. Toi, tu l'as fait de toute façon sur des brands que tu as accompagnés. Ouais. C'est quoi ta meilleure study case? Ma meilleure study case, En termes de CA, t'as accompagné de combien en termes de CA, c'est de 50 000 euros par mois à plus de 1,5 million d'euros par mois. C'est très solide. C'est très solide. Ouais. Marché francophone? Marché francophone, ouais. Il y a un peu d'autres marchés aussi. J'ai hâte de voir ça en case study YouTube. Moi aussi. Donc pensez à vous abonner pour avoir la case study. Tu vois, tu fais mieux le citer avec moi. Hein. Ça se voit que t'es habitué. Non. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts. Là, j'ai pris le contrôle, là. C'est bon. Ouais, t'as pris le contrôle. Bah, t'as quoi d'autre comme question? C'est chez moi, là. Bon, on va parler de sujet un peu plus sérieux. Comment? Parce qu'on sait que le business en soi, c'est quand tu scales, c'est plus ça qu'autre chose. Justement, passer les 1 million de CA. Comment tu réunis des players pour tes marques et pour tes business en général? Parce que maintenant, je pense que tu as encore plus d'employés sur Traintrack que sur Digify, si je me trompe pas. Non, c'est pareil. Plus pareil? Ouais, je crois. Ok, c'est quoi ta tactique pour réunir des players? Simple. Après, je sais pas, ça rentre toutes les semaines, là. Donc, Ouais, bah, forcément, non, bientôt le groupe Traintrack a plus d'employés que Digify. Attends, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est très très dur, moi je l'ai connu, quand tu scales, de faire des bons recrutements. Parce qu'il faut recruter très vite et il faut recruter très bien. Sinon, ça peut vraiment te couper les jambes sur ton scaling. Comment tu fais ça? Recruter très vite et très bien. Ouais. C'est malheureux, mais il faut prendre le temps de recruter. Ouais. Et concrètement, pour recruter, moi j'ai un petit peu le glitch d'avoir une audience. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont déjà un peu chauds, ils connaissent mes besoins. Ils savent comment s'intégrer parfaitement à travers ce qu'on partage. Et ils suivent de près ou de loin, ou alors ils ont une connaissance. Mais si c'est sur certains pôles et certaines choses, comme dit chez l'US, on passe par des chasseurs de tête. Ouais. On a payé pour avoir des sales US. Et aussi un petit tips, si vous voulez pas payer des salaires US qui sont très très chers, vous pouvez prendre des profils en Amérique latine tels que le Brésil, le Mexique et qui ont un accent américain. Parce que soit ils ont fait une partie de leurs études aux US, Ouais. ou soit alors ils ont consommé que du contenu US, ou alors ils ont de la famille de près ou de loin là-bas. Et en vrai, au niveau de l'accent, ça va. Sur quel poste tu recrutes ce type de profil? Sales ou marketer. Sales ou marketing? Ouais. Ok. Donc marketing, qu'est-ce qu'il va gérer par exemple? On a quelqu'un qui va gérer et jouer avec les clients au quotidien, de vraiment être un peu un head of growth sur Digify. Alors, ce qui est dur, c'est de recruter, mais ce qui est encore plus dur, c'est de garder et de donner la vision à tes prestataires, aux gens avec qui tu travailles. Comment tu donnes la vision à ces gens-là? Je sais qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours en perso, mais j'aimerais que tu le redises ici parce que c'est très important. Comment tu les gardes et comment tu leur donnes la vision sur ce que tu vas faire? Déjà, il faut toujours se mettre à la place de la personne que tu as en face. Ouais. Ça veut dire que je dois vraiment comprendre pourquoi une personne vient bosser chez moi et elle, qu'est-ce qu'elle attend et c'est quoi son dream project et comment je lui offre la meilleure opportunité de sa vie. Ouais. J'essaie vraiment de connaître leur pain point. Donc, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Comment j'arrive à vraiment les driver. Et tu sais, les humains, ils préfèrent parfois même gagner moins, mais être avec des gens, même si on paye très bien déjà. C'est très bien payer les gens, on paye bien. Comment tu arrives à, en gros, les fidéliser sur le long terme et en faire vraiment des ambassadeurs. Donc vraiment, on a des... C'est très flou, mais pour moi, ça fait sens. J'essaie de l'expliquer au mieux, mais on a vraiment une vision, une politique d'entreprise avec des valeurs. Et la première valeur, c'est t'es dans la boîte et tu dois agir comme si c'était la tienne. Ça, c'est la première chose que je leur demande. Et j'essaie vraiment de comprendre c'est quoi leurs besoins et c'est quoi le job de leur rêve et comment je leur offre cette chance-là. De bien les payer, être libre. Maintenant, on a plusieurs sujets sur prendre des bureaux, etc. pour le groupe Traintrack. Et
venir et leur donner même l'opportunité d'être ici à Dubaï. Ça peut être super intéressant pour eux. Mais ma réponse est un peu floue parce que en ce moment même, c'est une hyper croissance et un chaos. C'est quelque chose que tu apprends en fait sur le tas. Et j'apprends sur le tas. Bien sûr. Et en gros, c'est comme tout. Une fois que tu as fait 10, 15, 20, 30, 40 recrutements, forcément, tu es meilleur. Ouais. Il y a un framework très simple. C'est humainement, est-ce que ça passe ou pas? Et il y a un truc très bête. 48 heures après, je t'appelle et je vois ce que tu as fait ou ce que tu as commencé dans ton job. Ouais. Et si, en 15 jours, j'ai le moindre doute, il n'y a pas de doute, il faut sortir. Ouais. Une fois que tu as passé cette zone-là, je regarde, mais faites gaffe, je regarde toujours le travail. Mais une fois que tu as sorti la zone des 10-15 jours, tu peux sauter. Très intéressant. Et j'accepte la vision et l'hypercroissance de dire, ok, c'est nouveau monde. C'est du freelance, internalisé. Ils sont libres. Mais en même temps, ils sont là, dans la boîte. Et s'il y a des gens, on peut leur offrir l'opportunité de venir avec nous ici à Dubaï, tôt ou tard. Et je veux vraiment commencer à dispatcher des bureaux déjà à Dubaï, une bonne base. Après, peut-être ailleurs. Et commencer à pivoter comme ça. Et je te demande peut-être pas d'être flexible tout le temps, mais on se fait des points de rencontre. On se fait au moins 1 ou 2 fois par an un meet-up ensemble. Et vraiment qu'on avance et qu'on aille à la guerre. Là, en début d'année, il y a une big house qui va arriver avec tous les interlocuteurs, toutes les personnes du groupe Train Track, même maintenant, parce que là, je peux commencer à en parler. Il y a peut-être des surprises qui arrivent et ça se transforme vraiment en un seul sas, un groupe, tu vois. Et je libère ma folie. Je libère ma folie là-dedans. Et vraiment, je vais chercher de ce truc-là en mode, ok, comment je ramène les meilleures personnes et je leur donne la distribution, la vision, les financements, les meilleures personnes. Ouais. Et si un mec à SF à aller chercher, on va le ramener ici à Dubaï, tu vois. Tout mettre en place pour avoir les meilleurs. C'est ça. Ouais. Et une fois que les meilleurs sont là, mettre le cadre C'est pour ça. que ça reste les meilleurs et qu'ils restent avec toi. Ouais. Il faut tellement croire en ce que vous faites. Et moi, je crois tellement en ce que je fais que j'arrive à le convaincre qu'il aura rien de mieux ailleurs. Juste ça chip au quotidien. Il y a des gens good vibe. Il y a de la bonne énergie. Et s'il y a quelqu'un qui fait chier, il part. Donc finalement, tu recrutes lentement et tu vires vite. Si le feeling y passe, je suis capable de recruter en 12 heures. Ok. Et il y a même eu des recrutements, c'était en 1 heure, c'est tu commences demain. Bon, faut faire attention avec ça parce que toi, tu peux, parce que tu as fait beaucoup de recrutements. Mais si c'est vos premiers recrutements, ne recrutez pas au feeling. Après, moi, je sens. Ouais, je sais. Moi, c'est ma zone de génie, mais manager. Tu sens parce que tu as fait beaucoup de recrutements. Ouais. Les gens, parfois, ils disent j'ai le feeling avec cette personne. Sauf que le feeling, tu peux pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de rétroactivité, si tu veux. Le feeling, tu l'as quand tu as fait assez de recrutement pour savoir, pour que ton cerveau, il te dise, lui, c'est pas bien parce que. Tu sauras pas c'est quoi le parce que. Mais en fait, tu as fait tellement de recrutement dans ta vie que tu as vu. Tu vois, moi aussi, j'ai un très bon filtre aussi. Ouais. Sur mon process. J'ai un très bon filtre. C'est quoi, tu peux nous en parler? Loom vidéo. Loom vidéo, il dit quoi dedans? Je dis pas ce que j'attends. Et c'est libre. Et en 3-4 secondes, je suis capable. Non, j'abuse. Ah, je suis un forceur. 30 secondes, je sais. Tu fais comme ici Combinator un peu. Eux, dans leur formulaire de recrutement, pour savoir s'ils prennent tel ou tel entrepreneur, ils font un long vidéo où ils se présentent pendant 2 minutes. Ouais, nous on a 5 minutes, ouais. Entre 2 et 5 minutes. Et c'est au choix de le faire? Non, c'est obligatoire. Okay. Pas de loom, pas de candidature. Très intéressant. Et du coup, ton process, c'est le même parce que tu recrutes plus aux US en ce moment par rapport à Traintrack? Je prends des profils francophones mais qui parlent couramment anglais à chaque fois. Ok. Tu cherches des profils en particulier? Non, mais j'adore les candidatures instantanées. Bah, si vous voulez. Je suis capable de payer quelqu'un, même 1 mois s'il n'y a pas encore son poste, ou 2, et trouver après comment je l'implémente. Bah, les gars, si vous voulez faire partie du groupe Traintrack, c'est ça. Même DigiShield, des sales sur DigiShield, si vous êtes un monstre, vous avez déjà closé des franchises, vous avez déjà bossé en software B2B, sur la partie grosse ou market, les gars, candidatez. Ouais. De toute façon, il y a des pages sur toutes les LP où envoyer un email, je veux candidater. Du coup, maintenant, on va parler, parce que tu as fait la transition, du groupe Traintrack. Ouais. Alors déjà, on va commencer par parler de Traintrack tout court, le SaaS. Ouais. Okay. Est-ce que, brièvement, pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que tout le monde connaît, tu peux expliquer ce que fait ce SaaS? C'est simple. On est parti d'un constat que pour faire sa veille en e-com, il faut 10 000 tools et il y a tout et rien. Ouais. Et la data n'est jamais accurate. Moi, je voulais l'outil rêvé pour moi et les e-commerçants de mon entourage. Et c'est comme ça qu'on a bâti et construit Traintrack. On est rentré très fort par une extension gratuite où on a prouvé qu'on était capable de faire de grandes choses. On leur a donné, on a plus de 30 000 users. On a la première extension.
en un an. En un an de free tool. On est dans les PC de tous les e-commerçants. Ouais. Et c'est logique. Parce qu'on voulait donner avant de recevoir. Ouais. Toujours avoir cette mentalité. On a donné. Et forcément, il y a des gens qui ont testé et qui payent. Mais ils payent pas pour rien. Ils payent pour une dinguerie. Donc forcément, ils vont rester. Ils vont l'utiliser au quotidien. C'est une dinguerie. Et en plus, tu débloques certaines fonctionnalités dans l'extension. Et il y a plein de surprises qui vont arriver. Ouais, je sais. Et qu'est-ce que ça apporte à un e-commerçant d'utiliser TrendTrack? C'est simple, la meilleure data. Ouais. Et la promesse est très simple. Trouver les meilleurs sites et les meilleures publicités. Et les meilleurs ads qui fonctionnent. Parce que si tu as les meilleurs sites et les meilleurs ads, tu as toute la veille. Et bien sûr, on est en train de rajouter les landing... Enfin, on a déjà toutes les landing pages, tous les emails. En fait, tout est question d'information dans l'e-com, que ce soit pour les créas ou les LP ou le copywriting. Tout. Et TrendTrack offre l'information. C'est-à-dire que vous allez sur TrendTrack, vous filtrez par spend, vous avez toutes les créas qui spendent le même plus sur le marché. Même sans spend, le nombre de durée, la duplication. Pour les US, ouais. Pour les US. Et pour l'Europe, bah là, alors là, c'est autoroute. De toute façon, c'est très simple aussi. Pour les landing pages, on peut voir aux US, il y a combien d'ads qui pointent sur tel LP, pourquoi, comment. Donc même au niveau des angles, des ICP. Et il y a plein de choses maintenant avec l'IA qui arrivent à l'intérieur du tool. Ouais. Où on va vraiment venir justement dans cette recherche deep et donner un maximum d'informations au même endroit. Et juste TrendTrack, t'es obligé d'avoir un abonnement parce que ça fait tout et... C'est pas ça fait tout et rien. Ça fait tout ce qu'un e-commerçant a besoin. Moi, avant, on utilisait beaucoup Foreplay. Ouais. Justement, pour faire notre veille de créa pour nos marques e-com. Moi, je vais les déséteindre. Hein. Et justement, on a churn complètement Foreplay parce que TrendTrack nous apporte tellement de visu sur ce qui fonctionne sur le marché qu'on a décidé d'enlever ça et on peut faire notre veille créa très très facilement maintenant. J'ai utilisé Foreplay. Mais en gros, Foreplay, c'est bien, mais c'est du joli. Il n'y a pas de data derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi là. Et en fait, quoi qu'on dise, il y a un truc qui ment pas. C'est la data. On l'a dit en même temps, c'était beau. C'est beau. Juste un truc, petite parenthèse. Vous avez vu, je posais des questions précises parce que ça, ce qu'on a fait, je vais le découper et on va faire des créas pour TrendTrack. Parce que justement, là, c'est une conversion authentique et c'est ça qui fonctionne en créa en fait. Donc petit cours dans le cours, mais c'est justement ça. Là, j'ai posé des questions pour avoir vraiment des petits passages qu'on va pouvoir mettre en ads. Et demain, on va tourner les ads pour TrendTrack. Je suis sûr que ce passage-là, il fonctionnera mieux que les ads qu'on va tourner. Ah ouais? Mais c'est sûr. Ok. C'est sûr. J'ai posé des questions orientées exprès. Et t'as fait un score phénoménal en 6 mois, 134 de MRR. Un peu plus de 6 mois, ouais. Un peu plus de 6 mois, mais bon, on va dire 6 mois pour en vrai, c'est rien. Je devrais être à 300 là. Parce que, en gros, j'ai fait des fails. Qu'est-ce que t'as fait? Une partie sur la conversion, je pense. Au niveau du funnel, que j'ai appris, que je peaufine, que j'AB teste. Enfin, il n'y a pas que moi. Hein. Quand je dis moi, c'est les équipes. Parce que je ne serais rien sans mon CTO et mon CEO. Tu fais un bisou à Hugo et Romain. Ouais, de ouf. Et sans eux, je ferais rien. Ouais. Et c'est très important. C'est qu'on gagne en équipe, là. Ouais. C'est beaucoup mieux. Bah oui. Bien sûr. Des gens que t'apprécies. Bah ouais. Ça, c'est très sous-estimé. Mec, je les ai connus dans un Discord e-com il y a 5 ans. Et là, on va construire le plus gros groupe e-commerce ensemble. Ouais. Et c'est vrai, les gars, je vous jure que on en parle souvent, tous les deux. Le groupe TrendTrack, ça va être de la dinguerie. Comment tu comptes faire passer ce groupe à plus d'1 million de MRR dans 1 an? x100 sur le volume. Ça va être juste du volume, payer des influx US, éteindre le marché? Pas que. Ça, c'est la méthode bourrin. Ouais. Donc oui, on garde la méthode bourrin. Mais l'acquisition, c'est bien, mais c'est comment les gens y restent. Et comment tu crées le meilleur produit. Parce qu'au final, celui qui gagne, c'est celui qui a le meilleur produit. Ok. La distrib, je sais la faire. Je sais marketer, j'ai la distrib. Mais si je crée le produit ultime, en fait, genre, les gens ils comprennent pas. Internet, c'est venu redistribuer les cartes. Peu importe ton âge, ta religion, ton ethnie, ta nationalité, si tu as le meilleur produit, tu sais le distribuer, tu vas gagner. Donc si je récapitule, de 0 à 100K, rentrer avec une extension gratuite. Un free tool, tu peux le faire. Un free tool. Ou alors, one feature, un persona. Ok. 0 à 100K. Un canal. Ouais, un canal ou deux. Ok. Donc juste ça. C'est toujours les mêmes Et frameworks. ensuite, tu upsell sur ton tool, via l'extension gratuite ou le free tool. Et juste avec ça, t'arrives à faire 0,100K. Est-ce que tu penses que... YouTube aussi, ça a aidé. Ouais, j'ai une question par rapport à ça. Moi, on a quantifié, j'ai ramené 35 000 de MRR. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc,
Après, 35 000 de MRR, mais il y a quelque chose qui n'est pas quantifiable, c'est l'awareness que tu as créé. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Parce que tu es Vincent Landy dans l'e-com français, tu as pu avoir accès à des contacts que ouais, je suis le fondateur d'Igichill, on a tous déjà vu la plaque, il a lancé un software dans l'e-com, c'est de la balle, c'est le meilleur. Mais est-ce que tu crois, honnêtement, si tu n'avais pas cette notoriété-là, tu n'avais pas de, entre guillemets, même si je déteste ce mot, personal brand, est-ce que tu aurais pu faire ces scores-là? Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a pas cette personal brand et qui veut lancer son SaaS ou son e-com et qui veut péter autant que toi? S'associer avec quelqu'un qui l'a. Ok, donc pour toi c'est inévitable. Prends la position de mon associé Hugo. Mais non, c'est pas inévitable. Je pense que je l'aurais grosse tout autant dans l'ombre. Ça aurait été quoi ta stratégie justement si t'étais dans l'ombre? Je pense que j'aurais pris un big influx parce que ça vient plus vite. Ouais. Mais je l'aurais pris aux US. Je te mets dans une position difficile à chaque fois, hein, mais si t'avais pas d'argent, t'avais pas d'argent pour proposer un influx. Mais je suis parti avec 500 balles sur Traintrack. Il y a juste Romain qui a codé au début, mais je suis parti avec 500 balles. 500 balles et ta personal brand. Là, je te et parle ma personal brand. Moi, je te parle de, t'as pas de personal brand. T'as pas d'argent. T'as juste toi et ton couteau pour des 20 tools. Comment tu grosses à 100K MRR? J'ai le dev qui a des equity, je suis pas obligé de payer le dev. C'est bon? Ouais. En fait, je mets tellement d'énergie en termes de sales, d'intro, et je fais tout pour ouvrir des portes. Ok. Démo gratuit. DM à fond, quoi. Ouais, DM Tu vas DM les gens en intro jusqu'à que ouais. Je lâche pas. Comment tu fais en sorte que les gens regardent? Parce que c'est important aussi. Je les colle message tellement parfaitement. Et je vais peut-être regarder tous les cours que Moubesh il a fait sur le call message et sur les listes. Et je vais faire ça. Ouais, de ouf. Et nous, on le fait déjà. Là, Ouais. on le fait à côté. Pour les US. Si mec, tu sais comment ils sont busy. Ouais. Par exemple, moi, je donne pas des noms d'influx, mais tu sais très bien, je suis en discussion avec tous. Ouais. Et surtout les plus gros du moment. Et gros, on envoie. On envoie. Ils sont pas obligés, mais quand les gens vont voir, ils vont péter un câble. Hein. Les gars, le marché US, il va exploser là. Faut pas parler trop vite. Faut pas parler trop vite. Moi, tant que le MRR est pas rentré. En fait, genre, je célèbre. Et ça, j'ai appris avec le temps. Les gens parlent trop. Les gens parlent beaucoup trop. T'as même pas un clic, une impression. Et que t'es là à trouver des problèmes sur ton business. Ou alors sur peu importe, genre tu vas des réflexions, t'as même pas lancé ton ad, genre. Mec, genre. Il y a même pas un mec qui a cliqué sur ton ad. Même si t'as pas ton produit, il y a aucun mec qui a acheté. Genre tu vois, genre il y a pas de problème. Genre le problème n'existe pas, t'es rien, t'es un microbe. Ouais. Tu vois, j'aime bien cette expression. Moi, je suis un microbe. Regardez la cam quand tu dis ça là. Je suis un microbe. Moi, je suis un microbe. Il y a des gens, c'est pour ça que j'aime tant Dubaï. Je sors, je vais n'importe où dans n'importe quel lobby de 5 étoiles, je me fais teindre, je suis un microbe. Ça parle en millions, en milliards, et en fait, il y a de l'argent infini. En fait, genre, on est des microbes. Ouais. T'as même pas vendu ou fait une vente que tu viens de prendre la tête. T'es un microbe. T'es un pou. T'es un pou. T'es un pou. C'est le nouveau mot à la mode, ça. Ça, c'est nouveau mot. Ouais. Il y avait cafard et maintenant il y a pou. Ouais. Non, mais en vrai, plus sérieusement, c'est vraiment trop comment il y a des gens, ils vont venir complexifier quelque chose alors que c'est compliqué de faire simple. Mais en même temps, il y a que la simplicité qui apporte le plus de résultats. Et quand tu prends les frameworks des mecs qui ont le plus d'oseille, mais c'est des business simples. C'est le plus simple possible pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Trouver des bonnes personnes avec des bonnes idées, respecter le véhicule, venir investir dedans. C'est comme ça qu'ils font tous les VC. C'est comme ça que se créent les plus grandes fortunes. Ouais. Dans une niche ou un secteur d'activité précis où ils ont le plus de réseaux, ils peuvent campendre dessus. C'est pour ça finalement qu'on voit des gens qui sont pas forcément super intelligents faire beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont compris ça, qu'il faut faire des trucs très très simples pour scaler en fait. Et faire la même chose. Ouais. La même chose C'est malheureux, mais pendant c'est le 4 business. ans, Le business, 3 c'est ans, 4 ans. beaucoup plus boring qu'on ne le pense. Ouais. Moi, mon main business, je le ferai une fois que j'ai plus de 100 M de net worth. Actuellement, je les ai pas. Même en valo, je les ai pas. Je suis un microbe. Et tu vois, un claquement de doigts, je les trouve les 100 M. Mais j'ai pas envie de diluer mes boîtes. La seule réflexion que j'ai actuellement, c'est que je fais rentrer des gens à mon board contre un faible pourcentage, mais pas pour l'argent. En fait, le moyen de m'atteindre, c'est me donner de l'argent pour ces gens-là. Mais moi, je veux leur expertise, leur structure, leur réseau, leur financement et l'expérience qu'ils ont dans le business et dans les groupes. Et là, ça va être le nouveau truc à la mode. Je fais des groupes. On en parle beaucoup avec Shane aussi dans le podcast qu'on a fait ensemble. Et c'est hyper intéressant. Les gens, ils ont grave kiffé sur la chaîne. Faire un écosystème. Ouais. Et c'est ça la clé. Et pour les gens qui diront que c'est un mytho, je sais pas quoi, je vous assure que c'est vrai, tout ce qu'il dit. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont un peu... Ah ouais, sceptique. Ouais. Pourtant, je pense que je suis assez franc et
et authentique. Non, mais les gars, je vous jure, c'est vrai. Le fait des millions, toutes ces choses-là que les gens lui proposent, de racheter des trucs avec des millions, c'est vrai. Je vous jure. Et comment tu vois Mais en fait, en plus, je documente tout. Je monte sur Instagram, en story, souvent des trucs. Genre. Ouais. Mais en fait, si tu veux, genre. Mais c'est du bruit. Ouais, c'est du bruit. C'est du bruit. Ouais, je comprends. C'est normal. Et en même temps, regarde. C'est le jeu. Regarde. Je suis le mec moyen ultime. Et je le dis à chaque fois. Genre, si t'as la représentation du mec moyen, c'est moi. Je suis pas très fort, mais pas mauvais en même temps. Je sais juste m'entourer des bonnes personnes et campagner dessus et j'ai les bonnes idées. En vrai, genre, je suis le mec le plus moyen. Je m'exprime pas très très bien. Je parle pas très bien anglais. Et en plus, genre, même, on en rigole. Genre, les calls que j'ai en anglais, les CEO, les mecs, les valos, les boîtes, genre, que ce soit on en rigole. On se dit, mais, je me dis, mais comment c'est possible? C'est juste que je fais, en fait, je provoque les opportunités. Et en fait, ce que les gens ne voient pas, ça fait 5 ans que je bosse dans l'ombre. Ça fait 5 ans, j'ai mis 2 ans et demi à en vivre. Et en fait, j'ai pas cramé les étapes. Là où pendant une ère où tout le monde allait en crypto, faire des NFT, etc., moi, j'étais dans les tranchées en train d'apprendre l'e-com. Comment construire une brand? Comment rendre les clients satisfaits? Comment vulgariser tout ça? Et tu sais, maintenant, l'e-com, ça paraît beaucoup plus simple, mais je me jette des fleurs. La vie de ma mère, j'ai vulgarisé le truc en France. Il y a plein de formations, il y a plein de formateurs et le niveau qui a monté. Et aussi mes refs du Hate Lab, que ce soit Max et Alex, ils sont venus aussi prendre et accompagner tout ce truc-là. Ouais. Et ils sont venus parfaitement au bon moment avec la bonne approche. Et on avait beaucoup de similarités. Pourquoi? Parce qu'on est potes, donc du coup on parle des mêmes sujets. Et même dans Hate Lab, il y a combien de mecs qui ont bossé avec moi de près ou de loin ou que je connais? Toi t'es dedans, Carly il a bossé avec moi, il était dans le même Discord, on fait partie du même écosystème. Et en gros il y a des nouvelles têtes, il y a une nouvelle tendance. Et je les embrasse fort et heureusement ils ont fait ça. Moi je voulais pas faire d'infoproduits. J'ai essayé de vulgariser le truc et ils sont venus faire le bon momentum. C'est pour ça qu'en fait moi je recommande ça, tu vois. C'est trop bien qu'il y ait des mecs hyper sains. Regarde ce que fait Alex. Ouais, très fort aussi. Regarde ce que fait Alex. Il est pas là, machin et tout. Je le sauce, le bâtard. Mais tu vois, Alex, il y a toujours une bonne compétitivité entre nous. Et c'est mon ref. Je lui souhaite fois 1000, il me souhaite fois 1000. Ouais. Pour remettre un contexte, Alex Shane, du coup, c'est la personne qui a créé le Hate Lab, parce que peut-être que pas tout le monde le connaît. Avec Max, ouais. Ouais, ils ont créé le Hate Lab avec Max. C'est un gros écosystème de formation e-com. Donc avec des coachs à l'intérieur et tout, c'est vraiment très très quali d'ailleurs. Dont t'es intervenant. Dont je suis intervenant aussi. Je vous recommande si vous voulez vous former, franchement, c'est top. Et derrière, il a des marques, etc. Donc, même le school de Alex Selfie Givenchy, ouais. et Givenchy, et Stelio Givenchy, ouais. Je le recommande fort. En fait, c'est une parfaite extension et vision du post-Hate Lab. C'est ça. C'est après pour scaler encore plus. Mec, Alex Selfie, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est un des francophones les plus forts en e-commerce. Et Givenchy, c'est le mec qui a bourriné le truc. Alors Givenchy, moi je l'adore parce que lui, c'est juste quantité, volume fois 1000. Il a un peu la même mentalité que toi finalement. C'est volume fois 1000 et juste envoyé comme un gros malade mental. Des fois, ce qui est marrant, il a dit à Carly, il m'a répété. Il m'a dit, putain, BX, on dirait moi il y a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, 10 ans. Mais alors, il y a une trend des gens qui sont un peu plus grands, qui ont genre entre 30 et 40 ans, qui font de l'e-com, j'en ai eu pas mal en call, et qui arrachent tout. Pourquoi ils arrachent tout? Parce que c'est des mecs qui ont compris. Ils savent travailler. Ils font avoir des choses business simples et ils envoient très fort. Ouais. Et Givenchy, pareil, bon, pour ceux qui connaissent pas, Givenchy, c'est quelqu'un qui a des grosses marques aux J'ai États-Unis. tous des podcasts sur ma chaîne. Ouais, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, il a des podcasts avec lui. Très grosse marque aux US, il a scalé à plus de 100 KD, je crois. Donc très très fort. D'ailleurs, il a sa chaîne aussi si vous voulez aller voir. Ouais, il a sa chaîne. Et lui aussi, il a compris que Simplicity Scale, il fait des choses très simples, mais il envoie en grosse quantité, comme un bourrin. Il fait des créas, les gars, c'est une usine. Et il envoie tout simplement. Mais mec, même comment il est deep dans les IA. Ouais. C'est fou. C'est fou. Il est vraiment deep dans les IA. Mais pourquoi? Parce qu'il me dit, moi, dans ma vie précédente, quand j'avais mes boîtes en physique, j'ai touché à tous les logiciels en fait. J'ai tout touché. Pourtant, il a 35 ans, je crois, un truc comme ça. Hein. Ouais. Regarde, c'est très simple. Il y a des mecs, ils ont bossé pendant des années, peut-être pas dans les bons véhicules ou dans des business hyper durs. Mais quand tu les mets sur un truc scalable sur Internet, ils se libèrent. Et c'est trop. Ils me disent, mais tu sais pas les galères d'employés que j'avais. Bah oui. Tous ces trucs-là. Et vraiment, la traîne des personnes, la traîne des trentenaires qui ont un peu suivi le move de renouveau, de lâcher mon business physique pour aller dans le digital. Ouais. Tu vois, il y a eu cette vague-là. Non, mais il y en a encore, il y en a plein. Ah, bien sûr. J'en ai plein en call. Ils ont raison. À chaque fois, je dis, vous avez tous la même chose.
vous avez compris qu'il faut faire des trucs simples, vous vous cassez pas la tête. Généralement, c'est des gens avec des enfants et tout. Donc, ils n'ont pas envie de se casser la tête, en fait. Et tu sais, quelqu'un qui est structuré, quelqu'un qui a des enfants, moi aussi, dans mes recrutements, je prends toujours en compte ça. Si le mec est capable de se barrer en Asie en fait, je veux pas un mec comme ça. Si je sens que le mec est capable de se barrer en Asie un mois et slow down le taf et qu'il est pas forcément structuré et que je préfère un mec qui a une vie de famille ou qui a vraiment une vision là-dedans. Et vraiment, en fait, c'est l'humain. Ouais. Et en fait, genre, si le mec il a 20 ans et je sais que je vais bien le payer, il va être trop confortable en Asie, il va commencer à sortir, etc. Il a un framework dans ce sens-là, ça va bloquer en fait dans la vision de la boîte. Si c'est un mec qui est hyper curieux pour la matière grise et vraiment scale, être bien payé et se sentir bien dans son taf et utile et juste shipper et monter en grade, parce que dans 5 ans, les mecs qui sont au début avec nous, j'ai envie de les surpayer. Commencez pas à me demander des augmentations, hein, je préviens. Non, les gars, vous pouvez. Avec tout le respect. Hein. J'ai déjà augmenté, il y a des primes. Genre, quand on a passé 100K, on a mis des primes à tout le monde. Ah, ça c'est bien. Bah oui. Tu parlais de valeur par rapport à tes boîtes. J'ai vu une vidéo de Guillaume Mouvèche et que je trouvais très juste, qui disait que les valeurs, c'est pas ce que tu écris dans un Notion, c'est ce que tu tolères ou non dans ta boîte, et c'est qui tu gardes ou qui tu vires dans ta boîte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est vrai, mais ça, c'est déjà une step où la plupart des gens ne sont pas là. La première chose, pour moi, c'est un game de centimes. Il faut vraiment que vos comptabilités soient très propres. Et en gros, il y a trop de gens qui n'ont pas de culture d'entreprise et qui n'arrivent pas à atteindre la step d'un vrai business parce que tout simplement, elles ne documentent pas leurs actions et elles opèrent dans le vent. Il n'y a pas de traçabilité. Déjà, il y a un truc très simple. Si tous vos weekly calls, il y a une IA pour faire un récap de vos actions marketing et vous documentez tout mois par mois dans un doc Word, le jour où vous voulez exit ou alors reprendre tout ce que vous avez fait globalement, c'est beaucoup plus simple. Et même avoir une IA pour structurer les process du coup, avec tes calls. Moi, j'ai tout sur TLDV, j'ai une trace de tous mes calls, même point de vue de sécurité. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui bosse chez nous, j'ai le record du call. S'il y a une fuite de données, s'il y a de la data, si un mec ne respecte pas le contrat, les calls, en fait, ils sont en replay, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, tu fais une base de données? Alors, j'ai vu, c'est Théo Lyon qui fait ça. Du coup, on a commencé un peu à le faire avec notre agence. C'est que tout le monde a un bot TLDV pour ses calls et que du coup, après, on centralise toute l'information. Et ça fait plusieurs choses. Déjà, de une, on a une grosse base de données, donc on peut un peu modifier nos process par rapport à ça. On voit les problèmes parce que les gens parlent pendant les calls. On voit directement où sont les bottlenecks dans le business. Et en plus de ça, c'est très facile de faire du contenu parce que juste à demander à l'IA, en fait, qu'est-ce qu'on fait en ce moment parce que les gens, ils en parlent en call, tu vois, avec le client. Donc, c'est très simple ensuite de savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, à l'oral, on le dit en call. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu recommanderais? Ouais, 100%. Ouais, ça peut être pas mal. Après, faut pas que ça tombe dans la branlette, quoi. C'est comme tout. Bien sûr, toujours. Parce que si tu tombes dans la branlette, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, mais toujours passer derrière, quoi. Et vraiment, nous, on utilise après en interne Slack, Asana et c'est tout, quoi. WhatsApp. Je voulais faire un petit aparté parce que, quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour les créas. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien faire un petit chapitre créa dans le podcast. C'est quoi pour toi une bonne créa, tout simplement? C'est une créa qui vend. Une créa qui vend, ouais. Une bonne créa, c'est une créa qui vend. Ou alors, ça dépend de l'objectif. C'est une créa qui a de l'intérêt et que Meta dépense dessus. Si Meta dépense dessus, il y a un truc. Soit tu réitères, soit elle va vraiment aller tout en haut du funnel et tu vas venir compenser avec des bottoms beaucoup plus agressifs pour monter tes ROS. Mais pour moi, il faut énormément de volume, énormément de variations. Laissez la main à Meta et ça va bien se passer. Ouais. Il y a encore beaucoup de gens qui sont têtus sur le fait de faire des CBO ou ABO, qui se disent ok, je lance une CBO, mais mes créas elles prennent pas, donc je comprends pas, vas-y, je vais lancer une ABO. Non, les gars, si votre créa ne prend pas, c'est juste que la créa est nulle. CBO, Advantage Plus, peu importe. Oui, on s'en fout en fait, c'est juste tes créas au final, est-ce qu'elles sont bien ou pas? Et par bien, j'entends pas la qualité de la créa, j'entends vraiment est-ce que ça va toucher le putain de cerveau de ton client? C'est tout. Non, est-ce que tu as connecté dans l'émotion, le pain point, ou alors tu vas lui procurer quelque chose? Ouais. Très important. C'est pour ça que les meilleures créas, ça part souvent d'un format organique de base. Là, on en parle. Allez. Moi, là, mes next créas, ce que je vois arriver, c'est un warehouse, donc shipping, un back-end, pour montrer que tu vas vraiment recevoir le produit, comment ça se passe. Il y a des boîtes comme Lily Skin qui le faisaient très bien. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec iSmile aussi, avec l'ancien fondeur. Ouais, iSmile aussi. Créa voiture.
c'est pas fait. Ouais. Mais le format la bouscapée voiture, je pense. Très, très organisé, c'est trop bien. Ça passe avec tous les produits en plus. Hein. Ah, pas le mien, je pense. Le tien, ça peut passer en mode. Tu sais, elle rentre. Ouais, je viens de sortir d'un restaurant. Je viens de sortir d'un restaurant, j'ai vu un truc super. J'ai pu lâcher un avis en 2 secondes et tout. Ouais. Si, ça passe. Ou en mode, elle raconte à son mec quand elle monte en voiture. Il y a toujours un moyen. Après, il y a toujours un truc que je dis, et qui est très important. C'est pas le format de la créa qui va vous sauver. C'est le message. C'est le message. Le message, si t'as pas dans le cerveau de ton client, mais vraiment deep, faut pas faire une recherche superficielle. Dis-moi, t'as commencé à bosser où pour apprendre l'écrire? Ouais, c'est vrai. Les gars, il y a 1 an et demi, non, 2 ans maintenant, 2 ans. mes premiers clients, bah c'était toi, mon premier client. Non, t'as bossé gratuit au début. Ouais, mes premiers clients gratuits. Ouais. J'ai commencé, et d'ailleurs, c'est tous ceux qui veulent faire de la prestation de service, je vous conseille de faire ça. Vous allez voir des gens qui ont une certaine, entre guillemets, image. Non, ou autorité, ou bon dans le business. Parce que surtout autorité. T'étais là pour les skills, t'étais pas là un pour avoir du case study. Hein. Bosser gratuit, sérieux. Moi, j'ai bossé gratuit pendant 2 ou 3 mois. Hein. Ouais. 2 ou 3 mois, le temps que les créas fassent leur chemin. Mais moi, j'ai accepté que t'avais un profil entrepreneur et que t'allais te barrer. Ouais, c'est vrai. Et pas tout le monde aurait dit oui. Et j'ai pu avoir en contact certains des plus gros e-commerçants français en faisant des créatives sans même qu'ils me les demandent. Tu vois, je suis allé voir, bon, on va pas dire le nom, mais je suis allé voir une personne, je lui ai fait une creative podcast, je lui ai envoyé. Pas Fouad. Ouais. Tu vois, bah, du coup, maintenant, je parle avec lui et tout. Enfin, je parle avec lui. Toute proportion gardée, hein, c'est pas mon pote, ni rien, mais bon. Je l'ai sur WhatsApp. Juste parce que j'ai fait une creative podcast, je lui ai envoyé, gratuitement, et je lui ai dit, bah, voilà la créa, je te l'ai faite. Tu peux la lancer si tu veux. Mais il m'a pas demandé de faire des créas. Tu vois, je donne avant de recevoir. C'est comme quand toi, t'as pénétré le marché avec ton extension. Tu donnes un truc quali. Par contre, ton truc gratuit que tu donnes, il faut qu'il soit aussi quali que si on te payait 2000 € pour le faire. Si vous êtes à cette étape-là, de pas trop savoir quoi faire, vous avez une vision, un produit, il est l'heure de s'enfermer et prouver votre vision aux gens. C'est juste, si tu te penses aussi fort, pourquoi t'es pas au résultat que tu devrais être? Pourquoi tu y es pas? C'est que t'es pas aussi fort. C'est que t'es pas aussi fort. Ou il y a un truc que tu fais mal. Ou alors ta vision n'est pas encore montrée et prouvée au monde. Donc pour prouver et montrer ta vision au monde, bosse gratuit, rentre en contact avec certaines personnes et tu vas voir, tu vas faire x100 sur tes opportunités. Les gens qui ont du skill, ils sont tous là où ils veulent être. C'est tout. On va revenir au créa. Qu'est-ce que tu vois performer là en 2026? Où est-ce que le marché va en termes de créa selon toi? Pour moi, on est vraiment sur du partenaire influx. Il faut que j'arrive à faire une vidéo là-dessus. Ouais. Mais les pages partenaires entre des micros qui sont internalisés aux marques, un petit peu le modèle TikTok Shop mais sur Meta. Ouais. Moi, je vois qu'on arrive là-dedans. Pourquoi? Parce que tes coûts d'acquisition vont être divisés. Ça vient humaniser, ça se dit? Ouais, tu peux. Humaniser une marque. Là où l'IA est en train de... Même des gens, ils se disent, mais c'est une IA ou c'est une vraie personne? Ouais. En fait, on vient casser ce truc-là. Et si tu arrives à prendre des ambassadeurs aussi, je pense que c'est très solide. On est en train de faire ça avec l'agence, on est en train de construire un système avec plein de micro-influx qui sont dans des niches spécifiques. Fais-le pour moi. Ouais. Pas de micro-influx. Si, mais... C'est pas des micro-influx. Moi, je veux des business owners. En fait, il faut pas penser non plus. Trouve-moi des business owners. Moi, je suis en train de le faire de mon côté, mais si tu peux le faire à côté. Mais... D'ailleurs, très bon service à vendre. Hein. Ah ouais, de ouf. Les gars, si vous arrivez à faire une communauté de plein de gens, mais c'est même pas besoin d'être des micro-influx. Hein. Ça peut être des gens avec 500 abonnés, on s'en fout. Le principal, c'est que les gens ils cliquent sur la page et ils voient une vraie personne, c'est tout. Je sais pas. Moi, je pense que je suis dans le mix où, par exemple, je suis en train de le tester avec mon pote Alex qui a Perifiche. Donc hier, on a record du contenu. Enfin, ma content stratégiste, elle est partie là-bas. Et elle est partie shooter. Après, on va récupérer le contenu. On va l'envoyer sur le compte Perifiche. Eux, ils vont nous partager un code créateur. Et nous, on va se peindre en ad dessus. Ouais. Et du coup, on a l'autorité de Perifiche. Et pourquoi eux, c'est intéressant pour eux? Ils utilisent déjà le produit. Et ça leur fait du trafic. Et ça leur fait du trafic sur Insta. Parce que si la leur fait des followers. Si la créa est scale, bah, au final, ça va faire quoi? Ça va faire 1 million de vues, 2 millions de vues, 10 millions de vues. Ouais. C'est gratuit pour eux en fait. Ils ont le trafic gratuit. Donc c'est trop bien. Donc toi, tu donnerais combien de temps? Et est-ce que tu penses même que l'IA va pouvoir remplacer un peu tout ce qui se fait de manière production vidéo? Ouais. Tu penses? Pas remplacer, mais permettre de faire x10 dessus. Genre toi, ton métier, faut bien tu peux faire ce que tu veux, faut bien les shooter, les rushs de base. Par contre, les variations et les duplications, ça va aller beaucoup plus vite. Et aussi dans n'importe quelle langue. Ouais.
C'est pour ça qu'on est en train La de filtrer, distribution et l'ouverture de marché, ça va être vraiment affolant sur les mois à venir. Ouais. Mais si tu passes, en fait, il faut partir d'une base saine. Tu vois, il faut partir d'une base saine, des B-rolls bien clean. En fait, faut un mix des deux, en fait. C'est comme, tu as des créas strat en interne. Pour moi, la bonne vision, c'est ça. Et tu as une agence à côté. L'agence, tu t'en fous. Elle est là pour t'apporter un point de vue extérieur et une data par rapport à ses clients. Du frais. Et du frais. C'est exactement, on a tellement de clients dans ce cas-là. Mais oui, mais c'est la meilleure chose. Il y a tellement de gens qui sont bloqués sur cette chose-là, qui veulent soit interne, soit Les gars, agence. prenez une agence. Bah oui. Moi, je me souviens, nous, on avait bossé ensemble. Parce que de base, on bossait Encore ensemble. heureux, t'as bossé sur Digifil. Ouais, non, mais de base, moi, je bossais en freelance avec Digifil. Et attends, Digifil, c'est un des plus durs. Ouais, c'est très très dur parce que c'est du B2B. Les mecs, ils se rendent pas compte. Hein. Ouais. C'est dur à marketer. Hein. Ouais, les gars, franchement, je pense qu'en termes de créastrat, en France, je suis vraiment pas mauvais là. Et Digifil, honnêtement, c'est une des marques les plus dures que j'ai eu à faire parce que tu parles à des boomers en fait. Et ils ont pas l'habitude d'acheter en ligne comme ça un produit. C'est ça. Et moi, je suis de la team, je sais que ça, t'es pas trop d'accord avec moi là-dessus, mais je suis de la team, s'il faut refuser de l'argent, je le refuse. Maintenant, c'est comme ça que je vois. Si je pense que je suis pas capable de te faire de l'argent, mais je vais te refuser. Clairement, hein. Ouais. T'as été franc avec moi. Hein. Ouais. Tu m'as dit, je te prends parce que t'es mon gars et on avait déjà bossé ensemble, mais j'ai plus de place. Et maintenant que bah, t'as beaucoup plus de place, moi, je suis chaud de rebosser avec toi. Ouais. Encore la place là. D'ailleurs, je reçois énormément de calls pour ceux, justement, parce que nous, on fait une limite de spend qui est de plus en plus haute pour travailler avec nous. Là, c'est 25 000, 30 000 euros de spend. On est obligé de faire ça parce que de travailler avec des grosses marques e-com, on a une grosse infrastructure à mettre en place. Bon, on va faire un produit beaucoup plus simple où les gens pourront commander leur créa, j'en dis pas plus, mais avec plein de formats différents. Voilà, ça va sortir bientôt. Je vous dis, ça va être très très lourd, honnêtement. Moi, je suis client. Ouais, de toute façon, tu passeras en case study dessus. Hein. Donc ça sort bientôt, vous allez vraiment kiffer. Et du coup, pour revenir au créa, je crois que tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu vois marcher en 2026? Tu m'as dit du coup les partnership ads. Ouais. Est-ce qu'il y a des formats, des choses que tu vois vraiment arriver? Vraiment tout ce qui va être très organique. Hein. Ouais. Je pense qu'on va vraiment revenir dans de l'organique pur et dur. Tu sais quoi, moi je pense, actuellement il y a de tout sur le marché. Il y a des créas très organiques, il y a des créas moyennes qui fonctionnent, qui sont pas forcément très organiques, et il y a des créas très produites. Moi je pense que le milieu qui va être mou en fait, qui va être les créas mi-organiques, mi-produites, pas très naturelles, vont s'éclipser totalement. Ce milieu-là, l'IA va prendre la place. Et ensuite, les créas qui vont vraiment fonctionner, faites par les humains, ça va être soit les créas très très produites, soit les créas pas du tout produites. Donc Ugly Ads et High Production. Nous, c'est cool parce qu'on peut faire les deux. Et par très produite, attention, j'entends pas pub télé. J'entends pub très belle, très 4K, etc. Mais toujours dans la psychologie. En mode télé-shopping, ouais, je verrais bien le truc comme Exactement. Ça. En mode télé-shopping. Et c'est justement ce qu'on met en place, qui va sortir très bientôt. Mais de toute façon, on va essayer sur Digifil. Ouais, bien sûr. Ils le verront partout. Ça va passer partout. Donc, ce côté-là et les Ugly Ads. Les Ugly Ads, par contre, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire. Même si c'est la chose la plus moche. Mais au final, ça revient à la même chose. C'est de comprendre tellement bien son client que la créa résonne très fort pour faire énormément de ventes. Et nos meilleurs créas, nous, c'est des créas qu'on a shootés à l'époque avec Louis comme ça. On n'a rien scripté. Mais parce qu'on connaissait tellement bien le produit, c'est le client qui fait plus d'un million par mois. Une de mes top créas, elle tourne encore, hein, que vous m'avez faite. Oui. Sur le FRC. Ouais. Donc ça va vraiment nous ramener plus d'avis. Et tu déballes le colis, tu fais ouais, en fait, c'est une plaque. Et on l'a pas scripté. On l'a fait dans un comme podcast, après un podcast en deux. Et ça a trop bien fonctionné, elle tourne encore. Mais pourquoi? Parce qu'on connaissait le produit, on sait ce que les gens ils veulent, et du coup, c'est organique, c'est naturel. Et justement, dans cette méthode-là, moi je pense que c'est justement là où il faut réussir à avoir un petit groupe de créateurs qui sont conscients des problèmes du client et qui arrivent à faire des créas tous les mois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est trop bien. Un petit groupe de créateurs comme ça. Moi j'ai quelqu'un interne qui envoie du contenu frais tous les mois là. Et toutes les semaines, il y a un shooting. Ouais. Et c'est bien parce que déjà, c'est rapide, c'est flexible. Rapide, flexible. Ouais. Et au bout du 10e shooting, elle connaît par cœur les produits. Elle connaît par cœur, elle va beaucoup plus vite. Et même, elle peut même avoir des idées elle-même. Ah, mais elle en fait? Bah oui. Elle en fait. Et c'est ça qui est trop cool. Et justement, je lui donne du lait. Tu lui envoies de la ressource aussi? Ah oui, oui. Ouais, pour s'entraîner. Et aussi, elle est plug avec Monteur qui est aussi un petit peu créastrat. Bah oui, c'est incroyable. C'est le meilleur setup. Ils échangent entre eux. Est-ce que tu vas prendre d'autres content créateurs? Je pense après, ouais. Ouais. Je vais voir. Il faut différents profils, je pense. Moi, j'aime bien où les gens ils vont être reliés à un peu une CM et une façade aussi de l'entreprise. C'est-à-dire?
tu sens qu'elle est tu prends n'importe quelle grande boîte ou marque, tu sais que tu as une espèce de CM qui est attitré à ça. Ah oui, une personne que tu revois souvent. Ouais, tout le temps. On fait pareil sur nos marques, on a genre toujours 3-4 personnes qui passent dans toutes les créas. Parce qu'en fait, ça scale beaucoup plus parce que les gens ils sont habitués à voir leur tête et c'est trop bien. D'ailleurs, les fondateurs, les gars, hein, faites des créatifs fondateurs. Mais on va faire demain, on va faire Train Track et Digital demain. Avant qu'on passe à un peu ta zone de prédilection, ce que tu kiffes, c'est-à-dire valoriser une boîte, faire des gros groupes, écosystèmes, etc. Moi, je veux avoir un petit aperçu de c'est quoi ton écosystème créa à l'heure actuelle et comment tu vas le faire évoluer. Côté créatif? Ouais. Ouais, en vrai, c'est très simple. Veille dans le brand tracker sur Trend Track avec tout un dossier. J'ai un dossier marque concurrent direct, marché en direct, DTC US, semi-brand dropshipping et le dernier DTC française. Et j'ai à peu près 300 brands que je regarde les créas quand j'ai besoin de faire ma veille. Je donne l'accès et je donne les marques. Donc à la content strat, à aussi mon content strat editor. Enfin, je sais pas, ils ont pas vraiment de rôle, hein. Les deux ils bossent en binôme en fait. Et ils sont dessus constamment. Et on regarde les top spenders de manière globale, si les ads sont disponibles en Europe, donc via l'adspend dans Trend Track. On s'inspire de ce qui se fait. Après, j'ai aussi la data en interne et j'ai à peu près en ce moment, je réitère à 50% et je fais 50% de concepts complètement innovants. Je fais du 50-50 en ce moment. Ouais, la variété c'est super important. Dès que vous avez un message, faire plein de formats différents, ça c'est. Et après, s'il y a une vidéo qui prend, je l'essaie en statique, si une statique en vidéo. Ouais, la base. En fait, c'est créatif, on peut vraiment en faire des centaines et des 400, 500, 600 créas. Les mecs qui n'ont pas d'idée en créa, je comprends pas. Ah les gars, franchement, allez sur TrendTrack, il suffit de scroll. Vous avez un code promo dans la description. Nico10 du moins 10%. Bien placé. Non mais sérieusement, nous nos créateurs maintenant ils sont tous plugs sur TrendTrack et quand quelqu'un me dit non mais quand quelqu'un me dit j'ai pas d'inspi en créa, bon déjà sur ma chaîne il y a plein de vidéos sur comment itérer etc, comment avoir plein d'idées, mais c'est trop simple en fait. Prenez vos messages et déclinez-le sous plein de formats. Vous avez un message qui fonctionne, et bah packagez-le de manière différente. Le format c'est le packaging. Moi je dis tout le temps ça. Le format c'est packaging, le message c'est le produit en fait qui est à l'intérieur, le truc qui va vendre, qui va faire que tu vends. Mais si tu as un produit, tu peux mettre plein de packaging différents et ça va être trop bien, ça va envoyer, ça va ship. Donc c'est ça le truc. Il y avait aussi une question que j'avais, c'est l'IA actuellement dans ton business, pour faire des créas, comment tu l'utilises? J'ai plein de process IA. Ouais. Et en vrai, je vais en parler plus tard. Je suis moyen chaud d'en parler maintenant, mais j'ai des process IA. Ouais. Ok. Et ça me sert aussi à être un deuxième cerveau, analyser ma data et faire 80% du travail. Ok. Faire 80% du travail et les derniers 20%, c'est de la vérification et de bon sens. Donc tu as un humain toujours qui review les scripts pour que ce soit carré. Et qui monte. Bien sûr. Ok. Est-ce que tu structures toujours tes boîtes? Nique ta Laisse-le au montage. Est-ce que tu structures toujours tes boîtes et tes équipes en pensant valorisation et revente? Ou est-ce que quand même tu as du lest, tu fais en sorte Non, que... en vrai, je pense toujours à ça. Mais après, ça reste quand même le profit. Une entreprise qui fait pas de profit, c'est pas une entreprise. Pour moi, c'est très important de faire du profit. Pourquoi? Parce que profit égale EBITDA, EBITDA égale valo. Si tu veux faire de l'argent et valoir quelque chose, bah faut valoir quelque chose à court terme, à milieu, à long terme. Ouais. Et du coup, comment tu structures pour faire en sorte d'avoir le plus... Bon, les exits en soi, sur le marché français, on n'en a pas vu des tonnes. Toi, tu as fait une exit du coup avec Sendshort. Est-ce que tu peux nous parler un peu du process, comment ça s'est passé et comment tu as fait en sorte c'est de du structurer la boîte pour vendre? c'est différent. Tu as des plateformes qui te mettent en relation. Après, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne dessus. Mais en gros, tu as des plateformes qui te mettent en relation. Tu signes un petit papier, tu rentres avec certaines infos avec 2, 3, 4, 5 calls. Et ensuite, directement, tu as un pourparler plus profond. Et ensuite, tu te mets en place sur un deal, tu déposes des fonds sur un tierce type escrow et après tu vends. Et ta vision au niveau de... Ça, c'est pour le côté startup simple. Si un mec vient acheter une boîte entière, ça dépend des profils. Tu as du investisseur e-com, donc ça va beaucoup plus vite.
Si tu as du family office, c'est très long. Si tu as de l'investisseur pur et dur, ce qui fait de l'acquisition de groupes et de ta société, ça peut être beaucoup plus long aussi. Moins tu fais d'argent, plus c'est rapide à vendre. Bien sûr. Enfin, en termes de structure, de coût. Logiquement, moins tu fais d'argent, moins tu fais de CA, c'est plus petite, quoi. Ouais, c'est ça dépend beaucoup rapide de la structure. Ouais. Bah, j'ai fait un call avec là une personne qui a vendu sa boîte dans une agence plus de 5M. Franchement impressionnant de voir à quel point. Ah, je t'ai mis en relation. Ouais, à quel point le business tourne sans lui, quoi. C'est rare de voir quelqu'un qui vend une agence en plus. Ouais. Et à ce prix-là, tu vois, il a vendu à x6 de l'EBITDA. Très propre. Très très propre. Et les gars, honnêtement, moi j'ai été choqué. Bon, on peut pas dire c'est qui, mais j'ai été choqué de voir à quel point c'était autant structuré, quoi. Genre le business, vraiment, il pouvait partir tranquille. Et ça reposait... Ah, mais le mec, il dort tranquille. Hein. Ouais, mais ça reposait pas sur un humain. Ça reposait vraiment sur le système. Des sheets Excel un peu dans tout. Enfin, pas dans tous les sens en fait. Il y avait beaucoup de choses, mais des choses très structurées. C'est-à-dire des sheets Excel pour bien comprendre ta marge, les équipes que tu payes, comment les process sont structurés sur un Miro, non, c'était Lucidchart, sur un Lucidchart avec tous les. Enfin bref, incroyable. Toi, tu fais ça aussi dans tes business, c'est-à-dire que tu as des trucs très structurés. Est-ce que ça tourne sans toi aujourd'hui? Pas totalement sans moi, mais sur de l'opérationnel, ouais. Digifil par exemple. Je pense que ça peut tourner sans moi. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a mes associés qui sont plus opérationnels. Sans eux, ça tourne pas. Ouais. Demain, je fais 0 ad, ça tourne. Ouais, bah parce que vous avez aussi le côté B2B et parce que toi, c'est ça qui software. Ouais, ça c'est ça aussi qui est incroyable sur le B2B. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens au final qui se lancent en e-com B2B. Parce que c'est dur. Hein. Bah ouais, c'est dur. Même l'e-commerce, c'est dur, les gars. Ouais. C'est pas très très simple. Moi, je dis toujours. On vulgarise, mais c'est compliqué. Toujours Twitter, on joue un mauvais rôle là-dessus. En même temps, un bon rôle parce que ça montre que c'est possible. Mais ils ont banalisé le 10, 20, 30 KD, quoi. Non, mais c'est des ouf, ça. Ouais. Ils ont banalisé ce de faire 10 KD. Ouais. Alors que les gars, franchement, si vous faites 5 10 KD, sais bravo. Tu faisais 10 KD à l'époque, t'étais un goat. Ouais. Il y a 3-4 ans. Alors que maintenant, ça te lâche des dashs à 100 KD. Ouais, mais attends, les coûts, les structures derrière, c'est pas pareil. Hein. Parce que peut-être tu fais peut-être 10-15% de marge mensuelle, mais derrière, t'as combien de coûts fixes? C'est ça. Les gens oublient souvent ça. Mais même un triple weight avec une marge nette, derrière dans ta pocket, c'est pas la même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome un peu de se presser, d'être anxieux par rapport aux résultats des autres. Ouais. C'est très important, ça, on peut en parler, ouais. Ouais. Moi, je dis toujours chill. Moi, je le suis. Honnêtement, je le suis, tu vois. Ouais, je sais. Quand je vois parfois. Je te l'ai dit hier. Ouais. Quand je vois parfois certains résultats, je me dis putain, je suis pas là où je veux être, ça me saoule. Et hier, je t'ai dit ta gueule, ça fait 1 an que t'es dans le business. Ouais, 2 ans. Mais c'est ok, en fait, d'être là où on est actuellement. C'est ok. Si tu fais 1 000 € par mois, 5 000 € par mois, c'est ok. C'est ok. Mais tu vois, il y a toujours ce truc de ok, tu vois des dashs passer, tu te dis ah ouais, lui il fait combien, lui il fait combien. Mais en fait, chill, tu vois. Ça fait combien de temps que t'es dans ça? 6 mois. Bon, bah c'est good. C'est good, chill. Ce serait quoi ton conseil, toi, par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faut être en guerre avec sa personne de la veille. C'est tellement important de vraiment quitter le brouhaha, tu sais, le flou, le brouillard qu'on a en entrepreneuriat, et venir se poser et se dire ok, je suis à telle place, mais où est-ce que j'étais il y a 1 an? Ouais. Et le plus important, c'est comment tu agis demain et au moment présent, dans ta journée même, pour atteindre cette personne-là dans le futur. Et en tout cas, moi, je me suis toujours comparé, même si des fois je sors. En gros, c'est comme si tu es dans ta chambre, tu travailles, tu ouvres la fenêtre, tu regardes un peu ce qui se passe. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, c'est bien. Ah putain, ça a l'air pas mal. Tu refermes les volets, tu retournes travailler. En fait, l'information et la comparaison, c'est exactement ça. Il faut ouvrir les volets de temps en temps, regarder ce qui se passe dehors, refermer et retourner sur son PC et shipper sur le moment présent. Je pense que beaucoup de gens ont juste l'envie en fait qu'on leur dise genre ouais bravo, c'est bien ce que tu fais, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, les gars, bravo. Bravo, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que vous faites. Si vous faites même 1 KD, 2 KD, 3 KD, on s'en fiche, c'est bien, bravo. Genre déjà ça, le fait d'avoir passé le premier pas. Allez sur ChatGPT, renseignez combien vous gagnez et faites la moyenne par rapport à votre âge et votre ville. Et vous allez voir que la sphère du business en ligne, on est minuscule. On est déconnecté. On est déconnecté et minuscule. Ça, là, les personnes qui me suivent sur ma chaîne, on est plus de 10 000. C'est énorme par rapport au business aussi niché. Mais déjà, alors, je suis sûr qu'il y en a qui font même pas encore d'argent.
Tu vois, donc on peut même élargir le scope et dire les gars, déjà bravo. Si vous êtes éveillé déjà, c'est Bah bien. oui, vous êtes éveillé, vous regardez des podcasts par rapport au business et vous faites. Bon, j'espère que vous faites. Mais si vous regardez, normalement, je pense que vous faites un minimum. Et c'est bravo ok de faire déjà. Et c'est ok d'être salarié, se former sur un métier, gagner 5-6 000 balles par mois et pas avoir de charge mentale de l'entrepreneuriat à côté. 100%. Avec cet argent-là, 100%. vous pouvez investir intelligemment, ETF, bourse, IMO, et c'est ok de pas entreprendre front, mais investir. Et ça, il y a trop de gens, ils se la butent à l'entrepreneuriat alors qu'ils seraient tellement meilleurs en tant que salariés. Syndrome du personnage principal. Ouais. Ah ouais, je pense. Alors que c'est complètement ok, genre, t'as pas le stress, tu fais ton truc, tu rentres chez toi. En fait, les réseaux font penser aux gens que t'es obligé d'avoir de l'ambition et de créer des choses hors normes, alors que ça se trouve, c'est pas ton rêve en fait. Non mais mec, tu vois, comme on en parle avec des mecs qui ont extrêmement de l'ambition sur la chaîne, enfin, c'est pas tout le monde qui a ce truc-là. Enfin, moi, tu le vois, je suis taré. Je suis taré du matin au soir. Moi, littéralement, j'ai un côté fou. Genre, au final, je vis entrepreneuriat, je mange entrepreneuriat, je pense toujours au business, je fais que ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a un côté de passion. En fait, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans le business? C'est normal, j'aime ça. Je le fais même plus pour l'argent. Hein. Je le fais pour les ambitions et mes rêves. Et c'est le seul moyen de gagner plus d'argent. Si je le faisais tant que ça pour l'argent, ça fait longtemps que j'aurais une bête de caisse et je ferais des shorts. Un infoprod, quoi. Et un infoprod. Et je pourrais. Je suis fort en market, je suis fort en créa, je sais ce qui marche, je sais faire du contenu. Ça ferait bien longtemps, j'aurais peut-être pas des centaines de M, mais des dizaines de M sur mon compte en net worth. Et même dans mes boîtes, tu vois combien je me sors. Bah, je vis très bien, très très bien. Je suis très à l'aise. Mais tu vois, genre. Le débordement. Enfin, je pourrais tellement me sortir plus, mais je préfère payer un Davia, quoi. Elle est là ma priorité. C'est en mode, tu vois, même là, genre, je suis en mode, mais vas-y, comment je recrute encore une meilleure personne en IA, un dev, un truc. Comme là, même là, j'ai de l'argent. Je cherche à dépenser dans du coach mental. Je cherche à devenir meilleur. Devenir meilleur, en fait. C'est une philosophie de vie. Devenir meilleur. Et soi. parfois, en fait, cette année aussi, il y a eu des grands moments où j'ai perdu ce truc-là et je me sentais plus vivre. Et là, je me ressens vivre actuellement. Je me ressens vivre depuis quelques temps en faisant mon groupe, en reprenant mon ambition et en pensant à moi-même et à la personne de demain. Ça, je vais rebondir là-dessus. Moi aussi, tu vois, j'ai eu une grosse période, 4-5 mois, où je stagnais, mon business stagnait un peu. Bon, je savais pourquoi, mais en fait, littéralement, c'est toi, en fait. C'est ta personne qui se reflète sur le business. 100%. Et si tu vas pas bien, ton business ne va pas aller bien, en fait. C'est pour ça que c'est super important de bien se traiter mentalement. Il y a un décalage de 20 jours. Je l'appelle le décalage et le framework, c'est 20 jours. Là, actuellement, si tu es dans ton business et c'est la merde, c'est parce que les 20 précédents jours, tu payes les pots cassés de ça. L'effort est à 15-20 jours. En fait, les conséquences sont à 15-20 jours directement dans l'opérationnel de ton business. Ça veut dire que si tu mets un gros coup de mou pendant 15 jours, tu vas voir les résultats 15 jours après. Si tu mets un coup de mou, tu vas voir les résultats dans 15-20 jours après. Et je le vois dans le MRR qui est pas directement en plus. C'est un lagging. Si je stagne, c'est parce qu'il y a 20 jours, j'ai stagné. Littéralement, ouais. Le temps d'entrer avec un nouvel influx, le temps d'entrer à faire des nouveaux scripts, le temps de monter les ads, le temps de les envoyer, le temps d'AB tester, avoir les premiers résultats, 15-20 jours. C'est toujours pareil. 15-20 jours. Toutes les actions que tu mets en place, il va y avoir des conséquences 15-20 jours après. Alors les gens qui me parlent de prendre des prises de décision sur 3 jours sur un projet, vous n'êtes pas dans le vrai. Il faut accepter que ça mette 15-20, un mois. Et sinon vous êtes dans une rat race des dropshippers et dans un an après on vous revoit avoir lancé 100 produits bêtement. Tu dis que ton cycle des décisions, il prend 15 jours, un mois sur l'opérationnel, ouais. Non, pas de décision, les conséquences de l'opérationnel que tu as mis en place. Ok. Parce que j'ai cru que tu disais prendre une décision en 2 semaines, un mois. Je me suis dit, ah ouais, le mec est fou. Frérot. Ouais, bah oui. Moi, elle est instant. Hein. Ouais. Bah, ton processus de décision, qu'est-ce que c'est? Comment tu décides si ça c'est une bonne décision ou ça c'est pas une bonne décision? J'écoute ma petite voix. Mais ça aussi, tu vois, c'est pas. Non, mais je te réponds franchement. Ouais, non, je sais. Mais attends, l'advice pour les gens. Mais parce que t'as pris t'as pris beaucoup de décisions dans ta vie. Donc maintenant, c'est normal que tu fasses les bonnes. J'ai vu une interview d'un psychologue. En fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, si tu prends pas de décision, c'est une mauvaise décision. Il y a trop de gens, ils prennent pas de décision. Allez, on va le faire ensemble. Comment moi, je fais et comment j'ai fait, maintenant, c'est un automatisme.
Je veux vivre dans un autre pays. Quelle est la meilleure solution? A, B, C. Tu confrontes les trois. Tu peux parler avec GPT aussi, qui va te donner un autre point de vue directement. Ou alors tu payes l'information pour avoir la validation de quelqu'un externe. Si tu n'arrives pas à le résoudre. Mais sur les trois conséquences ou les trois scénarios, tu sais ce que tu dois faire à 80% du temps. Il y en a une qui ressort plus que l'autre. Et si tu ne prends pas une décision entre ces trois choses-là, tu es dans la merde. C'est que tu n'avances pas, tu stagnes. Tant que tu n'as pas pris une des trois bonnes décisions. Et en gros, regarde, il vaut mieux prendre le choix B, foncer dans le choix B et pivoter dans le C que poser la question pendant 6 mois sur les trois. Ouais. A, B, C. Moi, j'ai une take sur ça. C'est que peu importe la décision que tu prends, tant que tu la prends à fond, ça sera la bonne. Je suis d'accord. Par contre, arrête de me faire l'anglais là. Pourquoi? J'ai une take. On est un américain ici. Ouais. Non, en vrai, c'est très pertinent parce que t'envoies tellement de volume et d'efforts sur une prise de décision que tu multiplies l'opportunité pour que ça marche. Et si ça marche vraiment pas. En fait, aussi, moi, j'ai l'ego de. Enfin, j'ai pas l'ego. Enfin, j'ai de l'ego et pas d'ego. T'as de l'ego. J'ai de l'ego dans mes décisions, mais j'ai pas d'ego quand il s'agit d'écouter quelqu'un qui a fait ce que je veux faire. Ouais. Et je sais pivoter très 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 fort. Je pivote très vite. Hein. C'est vrai. Après, je voudrais que tu me donnes un exemple de quand tu as pivoté. Ouais. Mais aussi, les gens ont tendance à écouter un peu tout le monde. Et évidemment que vous allez être perdu si vous écoutez des gens qui n'ont pas fait ce que vous voulez faire parce que vous allez avoir tellement d'infos contradictoires. S'il vous plaît, écoutez des gens où il y a le business tangible, traçable sur Internet. Oui. Ok, maintenant, la partie est finie. Je veux un exemple de quand tu as pivoté. Qui t'a entendu parler? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu as pivoté? Ouais. Déjà, mon associé Thomas, Thomas Salik, qui fait aussi des vidéos YouTube. Et qui a fait des SaaS avant toi, du coup. Ouais. Et qu'on est associé sur Digifil ensemble. Il m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'il était bien plus avancé que moi dans le business. Et je suis venu avec un product market fit, une offre et une possibilité d'écosystème. Et justement, je l'ai séduit. Je l'ai séduit à rejoindre le business. Et il en parle de Digifil sur sa chaîne. Et c'est cool. Et au final, bah, il a cru en la vision alors que j'étais bien moins avancé que lui dans le business. Et justement, tu vois, un exemple de quand tu as réussi à pivoter par rapport à... revendre Sensor, par exemple, ou arrêter certains projets. C'est comme une relation toxique. Ouais. Tu sais que c'est toxique. Tu sais que c'est toxique et c'est pas bon pour toi. Ouais. Mais t'es dedans et tu y crois tellement fort et tu continues, tu mets de l'effort. Ouais. Et t'arrives pas à t'en séparer parce que tu l'aimes, la relation toxique, au fond. Et c'est dur. Parce que tu crois en ton projet, tu crois en tout ce que tu as fait. Et ton cerveau, il te dit ah, mais non, ça peut fonctionner. Mais non, ça peut fonctionner. Mais non, pas après tout ce que j'ai fait. Ouais. J'ai déjà tout donné, j'ai déjà tout fait. Là, tu es dans une relation toxique avec ton business. Ouais. Et il faut toujours partir en roi, en prince. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Pas de rancœur, pas de je ne sais quoi. Juste partir. Accepter. Tu vas partir en... Ouais, merci pour tout. Ouais. Merci pour tout. Tu m'as rendu meilleur. Non, mais c'est vrai. Bah, 100% en vrai. C'est exactement comme les relations avec ta meuf ou autre, tu vois. C'est toujours. Enfin, c'est pareil. Le business, c'est ta meuf. Non, j'ai un débat, mais je te jure, l'émotionnel de ta relation n'est pas du tout comme le business. Par rapport à une relation homme-femme? Ouais, c'est pas du tout pareil. Mec, si tu manages ton business. Comme tu manages ta meuf? Ah, c'est mort. Tu trouves? Mettez votre avis dans les commentaires. Ouais, pour moi, c'est comme une relation homme-femme. Ok, bon, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, par rapport à la prise de décision, comment tu sais que pour quelqu'un qui nous regarde, comment il peut savoir qu'il doit lâcher prise sur quelque chose? Par exemple, un business qu'il a lancé et que ça fonctionne pas, c'est quoi la ligne en fait à franchir pour se dire ok, bon bah là, ça je lâche, il faut que je fasse autre chose. En fait, il faut revenir aux fondamentaux et se dire regarde. Admettons, t'es dans ton business, tu stagnes. Déjà, il faut savoir pourquoi tu stagnes. Est-ce que c'est un problème de véhicule dans ton business ou c'est un problème personnel? Donc déjà là, tu as éliminé plusieurs facteurs et tu dois choisir 2 conséquences de tout ça. Tu dois vraiment dire, ok, genre le problème il vient d'où? Tu dois déterminer d'où vient le problème. Donc soit c'est ton véhicule, ton business, soit c'est ta personne. Ou soit, donc tu choisis un des deux.
Si c'est ta personne, c'est pourquoi. Est-ce que tu es dans le mauvais environnement? Est-ce que tu es juste pas bien? Est-ce que tu n'as pas de raison sur le business? Est-ce que tu mets pas autant d'efforts et de travail que tu devrais le faire? Donc ça, c'est par exemple ça. Ton business, est-ce qu'il y a un problème de marge? Est-ce qu'il y a un problème de satisfaction client? Est-ce que tu as un problème d'association, de répartition de travail? Et en fait, il faut vraiment venir trouver le point, la source du problème. Et là, pour ça, il faut se faire accompagner, c'est très bien. Un call one-one avec moi, ou comme t'as vu sur ton agence, je t'ai donné un contact, tu t'as pris un call avec, tu vas sûrement prendre un accompagnement et tu vas venir résoudre des problématiques sur ton business très précises parce que tu es en contact avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Bien sûr. Et tu as vu en combien de temps il l'a fait? Il a fait, mais c'est moi. Comme là, en ce moment, tu étais un peu dans la prise de décision de moi il y a 2 ans. Et je t'ai dit, mais c'est moi il y a 2 ans là. Là, tu as besoin d'une décision radicale. Là, il faut t'exposer les faits. Une fois que tu auras pris la décision radicale, tu vas piou dedans, en fusée, tu vas skyrocket. Et tu vas faire x10. Mais tant que tu n'as pas pris ça comme décision, tu es bloqué. Ouais. Et vraiment, une fois que tu as déterminé d'où ça vient, ok, comment tu le résous? A, B, C. Si tu hésites trop, il faut quand même prendre le B ou le C. On revient à on revient à au la truc prise de d'avant. décision. Ouais. Et comment tu t'identifies si c'est un problème de véhicule ou si c'est un problème de personne? Il faut passer énormément de temps seul et tout remettre en question. Et si tu as trop d'ego, tu n'y arriveras pas. Ouais, 100%. 100%. Genre, il faut accepter de pas se mentir à soi-même. Genre, vraiment, quand tu te couches le. En fait, genre, je pense que. Tu sais que ça, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Mais oui, très très dur. Hein. Ça bloque la plupart des gens. En fait. Ouais, l'ego, ouais. L'ego, il bloque. Parce que moi, en vrai, tu peux me dire ce que je veux. J'ai un chien d'ego. Hein. Genre, j'ai un gros ego. Mais par contre, genre, quand il suffit d'entendre et de manger des baffes des gens qui ont fait ce que j'ai fait, je sais écouter. Tu te les prends, ouais. Je les prends, je les accepte. Et quand j'ai fait de la merde, en vrai de vrai, quand j'ai vraiment fait de la merde, je reviens dessus, je m'excuse. Il y a peu de gens qui le font. Par contre, l'ego que ça va marcher, que je suis le meilleur, ça, j'ai un bête d'ego. Mais l'ego me drive vers l'ambition et me rabaisse pas vers la médiocrité ou les excuses. En fait, c'est plus un ego qui me pousse à l'ambition qu'un ego qui m'entraîne vers le bas et la médiocrité. Et ça fait vraiment constamment toute la différence. Un pic d'ego bien drivé peut être un moteur dans la vie, mais un pic d'ego mal drivé, ça peut t'emmener dans le mur et te faire cracher. Ça peut te tuer. Complètement. Je pense que on a vu plus de business se cracher à cause de l'ego du fondateur que de son ambition ou autre, quoi. C'est vraiment. Parce qu'au final, genre, si tu parles avant que ce soit fait, c'est pas bon. Si tu penses que tu as atteint ta step ou que tu devrais être, c'est pas bon. Quand tu m'as posé la question, je suis à plus de 130 km/h. Je t'ai dit que je suis en fail. C'est la première chose que je t'ai répondu. Pour moi, je devrais être à 300. Je célèbre pas. Je célèbre quand j'ai passé les 100K parce que ça me tenait extrêmement en cœur. Vraiment parce que ça faisait longtemps et des années que je rêvais de faire 100 km/h sur un software. C'est la première fois que je l'attends. Très rapidement, ça me fait extrêmement plaisir. Mais vas-y. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis parti fumer un cigare à 100 balles. Et le lendemain matin, j'étais dans le bureau et j'ai travaillé. Et les gens prennent ça pour de l'arrogance. Et moi, je suis pas d'accord en fait. C'est juste une question d'alignement avec soi-même et ses objectifs. C'est-à-dire que toi, ton objectif, c'était 300 km/h en 6 mois, 8 mois. Fin d'année. Fin d'année. Mais les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent parce que les gens, ils vont regarder, ils vont dire ah, lui, il est arrogant. Non, je pense qu'en gros, je peux comprendre que je peux paraître arrogant, mais j'ai juste des gros standards et une vision. Et en fait, je m'écoute moi-même. En fait, genre, c'est l'alignement avec soi-même. Tu peux me dire que je suis arrogant, mais je m'en fous, je suis moi-même là. Oui. Genre, je suis moi-même avec toi. Genre là, tu sais qu'il n'y a pas de caméra, je suis pareil en dehors. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui me voit, il me dit, mais t'es pareil en dehors. Bah, oui, je suis pareil. C'est pour ça que j'arrive à faire du contenu, parce que je suis moi-même. Et des fois, je reviens même en question sur ce que je faisais avant. Et je disais, bah, par exemple, là, j'avais tort à telle époque. Maintenant, j'ai appris ça. C'est pas parce que là, c'est un coup. Dans quelques temps, je me trouvais hyper arrogant et j'étais pas dans le vrai. Mais je vais venir l'expliquer, je vais dire pourquoi. Mais en vrai, là, j'ai pas vraiment d'arrogance. Parce que si je voulais être arrogant, frérot, j'aurais bien plus qu'une day just au poignet, tu vois. Je sais. Frérot. Tu vois, genre, je peux pas dire à quelqu'un qu'il est arrogant si tout ce qu'il fait, c'est de parler de ses projets et travailler. Mais oui. C'est comme dire que CR7 est arrogant, quoi. Mais oui, mais il est arrogant pour les gens. Non, mais oui, mais c'est ça là. Les gens, quoi. Ils disent CR7, il est arrogant. Ouais. Mais il bosse, il est show. Il a tout fait, il a tout gagné. Bah ouais. Quelle arrogance. Et moi, genre, mais tu vois, typiquement, CR7, c'est un mec qui m'a drivé dans la vie. CR7, c'est
une idole. Karim Benzema, c'est pareil. Benzema, les gens ils disent quoi? Il est arrogant. Mais juste, en fait, les gens sûrs de eux, ça paraît comme de l'arrogance. Alors qu'au fond, non, ils sont juste alignés avec eux-mêmes. Et c'est malheureux, mais en fait, je m'en bats les couilles parce que je suis moi-même. Et même dans mon contenu ou comment je vais te répondre, il y a des gens, ils me disaient ouais, tu réponds je ne sais comment. Mais je dis mais tu me fais perdre du temps. Genre, je t'explique pourquoi tu fais perdre du temps aux gens. Tu devrais me remercier de t'expliquer. Et ils vont me prendre ça comme de l'arrogance. Mais toi, par exemple, tu vas comprendre au final les learnings. Au final, genre, tu m'as écouté à peu près. Je pense que en un an, t'es bien plus loin que 99% des gens. Et combien tu gagnes par mois? T'es dans le 0,1% des gens de ta génération. T'as écouté qui? Quelqu'un qui était là où tu voulais être. Et moi, j'ai écouté qui? Quelqu'un qui était là où je voulais être. Est-ce que j'ai mangé des baffes? J'en ai mangé. Est-ce que je vais en manger encore? Je vais en manger. Pareil pour moi. Est-ce que je vais fail? Oui. Est-ce que je passe plus de temps à fail que réussir? Oui. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Est-ce que je parais un peu arrogant et sûr de moi? Oui. J'ai pas mangé, j'ai bu du café, je suis sous nicotine et je suis là et je chope ce que je fais. Et je me connais moi-même dans la bonne énergie pour délivrer un maximum de valeur aux gens. C'est quoi la plus grosse claque que tu t'es prise? Tu parles beaucoup de claques. Mec, c'est quand tu passes du temps sur un truc et ça marche pas, c'est horrible. C'était quoi du coup? C'était Short? Non, ça va, parce qu'au final, c'est bien. Non, des canaux d'acquisition, des stratégies sur DigiFil, le pivot du SaaS que j'ai fait. Tu vois, je m'en suis frotté les yeux, genre. Tellement que En fait, il y en a trop. T'as vu, je me suis frotté les yeux, ça m'a fatigué. Je suis fatigué aujourd'hui. Je suis fatigué. C'est fatigant. On est en pleine période de rush, on est en fin d'année, j'arrête pas. En fait, c'est l'énergie constante qu'il faut avoir. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Hein. C'est ça aussi le plus dur. T'as vu, j'essaie jamais. Hein. En fait, je suis constamment en mode, je vais crever demain. Là, c'est comment je protège mon business et je build mon écosystème, je peux crever. Les gens, ils se reposeraient à 130 km/h. Non, moi, je me dis, je peux me cracher. Pareil sur DigiFil, au final, on a énormément de MRR, on est en dessous de 100K. J'ai pas envie de le divulguer, ça m'apporte à rien en fait. Mais c'est un beau MRR hein, pour ceux qui veulent savoir. C'est mignon. Ouais, non, c'est mignon. C'est mignon, mais ça non, mais par rapport à la base de lead et ce qu'on a, genre c'est mignon, genre. Ouais. C'est mignon. C'est pas fantastique, c'est mignon. Mais moi je l'ai vu, tu vois, sur. Tant que je fais pas 1 million MRR, c'est pas bon en fait. T'as vu dans la zone que je suis? Là, faut que je fasse 1 million MRR. Et si tu parles au Bichente de 2023 aux USA, il était dans la même énergie et le même état d'esprit. Je suis exactement dans la même état. Et genre, je sais que je vais réussir à faire 1 million MRR. Tu disais déjà que t'allais faire 1 million MRR? 100K, j'allais dire. 100K, ouais. Mais ça a mis 2 ans. Mec, y a qui tient 24 mois comme ça? J'ai un petit parallèle à faire. Ouais. Moi, mon agence, je l'ai grossi très très vite, dans le sens où j'ai atteint 100K MRR en 8 mois à peu près, ce qui pour une agence en France est très très bien. Il y en a très peu qui ont réussi à le faire aussi rapidement. Et moi, tu vois, j'avais vraiment cet objectif de 100K MRR. Donc comme toi, j'ai eu vraiment un pic de dopamine à ce moment-là. Sauf que moi... Félicitations d'ailleurs, frérot. Ouais, merci. Je t'ai félicité. Il me semble que oui. Oui. Merci. Et non, mais mec, genre, c'est insane. Ouais. Faire 100K MRR aussi rapidement en agence, c'est insane. 100%. Mais moi, tu vois, j'ai eu ce truc, par contre, où j'avais tout délégué et j'avais pas appris à manager une boîte et à driver la boîte, tu vois. Bah, c'est un autre métier que c'est un autre métier que je devais apprendre. Parce que toi, t'as appris la créative, mais t'as pas appris à diriger une agence. Exactement. Maintenant, c'est bon, tu vois. Maintenant, je commence à vraiment être bien. Mais au final, tu reprends les mêmes frameworks qu'à l'époque. Oui. Sauf que t'as du cash et tu vas beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça. Et la chose que moi, par contre, j'ai eu et que j'ai mal fait, et je me suis pris une claque d'ego. Mais la claque d'ego, je me la prends, comme t'as dit, hein, quelques mois après. Une grosse claque. Vraiment, c'est plus une claque, c'est une droite. C'est une droite. La prochaine fois, essaye de te la prendre au lieu de quelques mois en un mois. Ouais. Faut raccourcir le moment où tu prends la claque. Direct la claque. Boum, direct. Mais faut que. Mais paye un call. Mais non, paye un call. T'imagines si le call tu l'aurais eu il y a quelques mois? Oui, 100%. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis fait une promesse. Tous les mois, sans exagérer, j'ai 1000 € de budget, 1500 € que je peux cramer en call, en accompagnement, etc., etc. Par contre, je le fais avec des gens. Je veux bien un resto. Moi. Je le fais pas un petit resto, un petit grec. Avec des gens. On mange quoi après? On verra après. Avec des gens qui ont fait des choses, qui ont des boîtes tangibles sur internet et qui, je sais, ont fait des choses, des équipes, des machins. Redis le framework. Vraiment, explique-leur, genre. Ouais. Plus en profondeur. Genre, c'est quoi, comment tu détermines ça? C'est-à-dire? Genre, comment tu vérifies tout ça? Explique-leur C'est simple. Si vous devez vous faire accompagner ou alors voir des résultats nets précis, savoir si le mec ne ment pas et si vous en avez vraiment besoin à votre échelle. Explique-leur. Parce que toi, tu l'as très bien fait. Ouais, et je reprends un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ce pic-là à 100K MRR
si je devais revenir pour pas me reposer sur l'oreiller, pour aller direct aux 200-300K, bah je dirais au Nico, frérot, va prendre des calls tout de suite là. Tout de suite maintenant. Et du coup, le framework pour trouver les bonnes personnes, c'est simple. Vous allez sur les canaux où vous êtes, Twitter, LinkedIn, etc. Vous allez voir alors, les gens. Alors, les gars, tout le monde a un prix. Même s'ils font pas des calls, tout le monde a un prix pour une heure de call. Tu sais que je suis pas cher. Hein. Ouais, je sais. Toi, t'es quoi? C'est quoi? C'est 500 l'heure. Mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est pas cher. Tu vas payer quelqu'un pour 300, 500, même 1000 euros l'heure. 500 l'heure. Il y a des mecs qui sont rentrés, je leur ai fait économiser 10K juste avec un tip sur la supply. Genre. Le mec, il a économisé 10 000 balles cash. Genre. Il y a un mec, je lui ai dit, vas-y, fais cet ad-là. Il a gagné je ne sais combien. En fait, les gens ne comprennent pas comment c'est puissant d'investir dans la learning des autres. Il y a des gens qui ont payé des calls et m'ont dit, dis-moi toutes les erreurs que tu as faites dans le business. Mais surtout que tu as payé 500 euros pour avoir 5 ans ou 4 ans ou 2 ans de learning concentré en un call. À ton échelle précisément pour toi. En fait, genre, tu peux avoir toutes les infos disponibles sur YouTube. Mais lui, il va te dire les mots en propre, en one-one, avec toi, ta situation parfaitement. Et tu as juste besoin d'exécuter ou alors il t'a mis une graine dans ta tête et tu peux l'arroser. En fait, on revient à la même chose de investir sur soi-même, investir dans son putain de cerveau et comprendre comment dépasser les limites toujours. Et dès que vous sentez bloqué, dès que on sent qu'il y a une petite période de stagnation, une petite période de down, call direct. Call direct. Mentor Pass, Twitter, prenez un call avec Bichente, prenez un call avec même les gens qui sont dans votre industrie. Moi, je prends énormément de calls aux US avec des gens qui ont des agences. Mais les gars, c'est incroyable. Littéralement, les mecs, ils ont déjà fait ce que tu as fait. Ils vont te donner un truc, ça va être une autoroute. Enfin, bah frérot, tu te casses les dents, tu vas te casser les dents sur ça. Et moi, maintenant, c'est call tous les mois. Là, de toute façon, tu as le budget alloué. Tu call, tu exécutes rapidement, tu reprends le call pour faire un point. Et ça te rapporte du. En plus, sur tu dis, bah depuis la dernière fois, j'ai fait ça. Maintenant, je suis dans telle problématique et j'ai eu ça comme résultat. Qu'est-ce que tu me conseilles pour faire suite à ça? Pareil dans l'e-com, pareil dans tout. Franchement. C'est tout le même framework. Ouais, tout le temps. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses. On a donné pas mal de value, surtout sur l'aspect psychologique, un peu mental du business. Ouais, on a vu un peu de tout. Je pense que ça peut bien aider. Ouais. Dites-nous en commentaire vos passages préférés, ce que vous avez préféré. Et surtout, likez. Abonnez-vous aux 2 chaînes. Il y a les 2 chaînes. Faites pas les rats. Non, vraiment, s'il vous plaît, avec tout le respect. Donc bon, abonnez-vous, lâchez un commentaire et merci de suivre la chaîne. Et j'espère que honnêtement, vous avez kiffé parce qu'on a. Ça m'a fait plaisir, merci. On a bien transpiré et. On a mouillé le maillot là. On a mouillé le maillot, on peut le dire. Et puis, si vous avez besoin de trouver les meilleurs sites, les meilleurs ads et avoir toute la data en e-commerce, ça se passe sur trendtrack.io. Si vous avez besoin de créative, sur Creative Crafter, dans la description, bookez un call et ça se passe directement là-bas. Let's go, merci à tous. Ciao, ciao.